Bonjour et bienvenue sur Pulsation, aujourd'hui avec Raibed. Salut Alexandre, salut Lucas, ça va les gars? Salut. Très bien, merci d'être venu. Normal. Pour ceux qui ne te connaissent pas, est-ce que tu peux te présenter brièvement? Je m'appelle Tarek Raibed, je suis le cofondateur avec ma femme de Papépi. Ce sont des biscuits qui font voyager en une bouchée. Très bien, on aura le temps d'en reparler. Peu de gens le savent, mais avant tu étais infirmier. C'est à ce titre-là que tu viens avec nous aujourd'hui. Ouais, exactement. Et on commence toujours le podcast par une question qui est: qu'est-ce qui t'a amené dans la santé au début? Alors moi, en fait, dans mon parcours personnel, tu sais, moi, je suis un enfant des hôpitaux. Ouais. Je suis né avec un handicap physique, donc très jeune, j'ai été hospitalisé à l'hôpital Necker, pas loin d'ici, tu vois. Et j'ai été enlevé à mes parents parce qu'ils habitaient à Besançon, et j'ai subi une vingtaine d'interventions chirurgicales pour que je puisse apprendre à marcher, parce que je ne marchais pas quand je suis né. Et du coup, si tu veux, moi, les hôpitaux, c'était un peu ma deuxième famille. Ouais. Tu sais, c'est comme quand t'es infirmier. Tu t'es reconstruit dans ce cadre-là, quoi. Bah, clairement, je me suis quasiment construit. Parce que tu sais, quand t'arrives à 5 ans à l'hôpital, t'es en pleine phase de construction, avec tous les attachements, apprendre à vivre avec l'autre, la sociabilisation. Donc tous ces processus de construction que t'as à l'enfance, moi je les ai pas vécus en famille, je les ai vécus à l'hôpital, avec le corps soignant, les médecins, les infirmiers, les aides-soignantes, les ASH, vraiment les brancardiers, toutes ces personnes-là sont tes référents, et c'est ta deuxième famille. Et du coup, tu as eu envie de redonner ça derrière? Ouais, exactement, parce que ça m'a permis de me construire. Et si tu veux, quand j'ai grandi, parce que j'étais dans ma petite enfance, mais après, dans l'adolescence, je suis retourné en centre de rééducation parce que j'ai eu d'autres problèmes de santé sur la même jambe qui ont fait que j'ai dû être réopéré, réhospitalisé. Et à ce moment-là, quand tu es jeune adulte, là, tu commences vraiment plus à percevoir les liens sociaux que tu vas avoir avec les soignants, et tu vas te dire, mais j'aurais bien aimé que mon infirmier soit comme ci ou comme ça. Et quand j'ai eu un choix professionnel à faire, instinctivement, je suis allé dans le corps soignant, et je me suis dit, mais j'ai envie de devenir infirmier parce que je veux être avec mes patients comme j'aurais aimé qu'on soit avec moi. Donc du coup, après j'ai choisi cette voie pour ça, pour, comme tu l'as bien dit, rendre au corps médical ce qu'il m'avait donné, mais c'est surtout donner aux patients cette manière de soigner, cette compréhension, cette empathie. Parce que c'est très simple de dire ouais, mais je comprends ce que tu vis. Mais je vis pas ce que je vis. T'es marrant, toi, t'as tes deux jambes et tout, t'es bien, tu sautes, tu vas faire du saut en parachute, tu fais du vélo. C'est pas un problème pour toi. Moi, quand tu me dis, ouais, écoute, je comprends ce que tu vis dans ton handicap, dans ta douleur, dans ta perception de la douleur, dans ta perception des liens sociaux avec les autres, du regard des autres sur toi, sur ton handicap, sur ton corps, sur ta manière d'être. C'est très compliqué d'entendre quelqu'un qui te dit « Ouais, mais je comprends ce que tu vis » quand t'as pas quelqu'un qui l'a vécu. On peut pas demander à tous les infirmiers d'avoir galéré et d'avoir eu des handicaps. Donc je me suis dit, tiens, c'est quelque chose que je peux apporter en plus dans les équipes. Parce que ce qui est génial dans une équipe infirmière, c'est que tu vas avoir des gens qui sont des très bons techniciens. Ils sont top, c'est les meilleurs des meilleurs. Tu en as d'autres qui vont avoir une grosse empathie et savoir bien se mettre à ta place pour vraiment percevoir tes émotions et te dire les choses qu'il faut. Tu en as d'autres, ils vont être meilleurs dans la prise en charge familiale, de bien comprendre les liens familiaux et de t'aider à te construire autour de ça. Donc tu as plein de capacités comme ça qui font qu'une équipe, elle est complémentaire. Et je me suis dit, bah tiens, dans une équipe, je peux apporter quelque chose qui n'est pas forcément facile à trouver dans tous les profils infirmiers que tu vas avoir. Ouais, et puis c'est un message que j'essaie de passer souvent dans le podcast, c'est aussi, il y a tellement de moyens de faire du soin, d'exercer la santé, infirmier, mais pas que, kiné, médecin, sage-femme, peu importe, il y a tellement d'opportunités, de lieux, de conditions d'exercice différentes, qu'on a besoin de toutes les compétences qui existent. Et là, le sujet du patient expert qui devient de plus en plus à la mode, là. Mais c'est une vraie bonne chose, faire venir des patients... Depuis des années, le patient expert, ça fait un moment, mais c'est vrai que c'est important. Ouais. Comment ils vivent les expériences, comment ils sont traités, comment ils sont... Tout ça, il faut le rentrer dans notre parcours de soins, il faut qu'on travaille avec eux pour que l'expérience qu'ils vivent soit la moins désagréable possible, parce qu'on n'arrivera jamais à rendre ça agréable. Mais... Tu sais, quand on parle de prise en charge holistique, globale, ça fait partie de ça, il faut prendre toutes les variantes. Clairement. Puis, surtout qu'à l'hôpital, il y a beaucoup de choses qui se passent. Moi, je le dis souvent en rigolant, mais l'hôpital, c'est en général le lieu où on doit se reposer. Mais qui arrive à se reposer à l'hôpital? Ça court partout, il y a du monde partout, on va dans la chambre toutes les 2 heures. Enfin, c'est compliqué de trouver le bon équilibre entre ce qu'on doit apporter et ce qu'on peut apporter. Donc il y a plein de choses à faire évoluer et à changer. Mais tu vois, rien que pour dire, c'est marrant que tu parles de reposer.
quand tu es patient, tu te rends compte que quand tu es dans ta chambre et que tu essaies de te reposer ou que tu essaies de t'isoler un peu, c'est très compliqué. Parce que la nuit, par exemple, les infirmiers qui parlent hyper fort. Ouais. Ou les aides-soignantes qui se parlent dans le couloir. C'est hyper agressif, tu as envie de péter un plomb et tout, et tu t'en rends pas compte. Mais quand moi je suis devenu infirmier, et mes collègues, je dis, oh, c'est bon, venez, on va dans la salle de pause, on parle. Et eux, ils comprenaient pas. Je leur dis, vous vous rendez pas compte de l'impact, de l'écho que ça fait chez les patients. Et même quand ils dorment, tu sais que t'as la conscience, même quand tu es endormi, et tu te dis, putain, mais ça aussi, c'est des petites agressions que tu vis où tu te sens pas déjà chez toi. Mais en plus, si tu as ces agressions-là, et des fois, il y a des gens, ils n'osent même pas le dire, tu vis avec ça et tu le vis mal. Donc, on a parlé, je sais plus si on a parlé dans le podcast, mais de la violence du soin tout le temps. Et peu importe où tu vas pour te faire soigner, c'est toujours violent. C'est bête, mais je vais vous faire une petite prise de sang. Ouais, mais une petite prise de sang, tu vas quand même mettre une aiguille dans le bras, poteau. Ça fait mal, c'est pas agréable. Oui, je vais traverser et je vais survivre. Mais la petite prise de sang, plus le brassard à tension, plus la secrétaire qui est mal lunée et qui prend pas le temps d'enrober les choses, plus ça fait petite violence par petite violence par petite violence, et on finit à avoir des structures qui sont maltraitantes même sans le vouloir, juste parce qu'on prend plus le temps, quoi. Clairement, tu sais, moi je suis plutôt de genre de personne à dire que en fait la maltraitance elle est jamais consciente. C'est un glissement qui s'installe petit à petit, et c'est toi en fait qui perds la perception de ton réel, et t'as une vision de ce qui se passe autour de toi qui est tellement altérée que tu te rends plus compte de ce que tu fais. C'est pour ça qu'aussi les soignants, et moi tu vois, en tant que soignant, je me faisais suivre aussi avec un psychologue ou un psychiatre. Moi je l'ai toujours dit, si tu es un soignant et tu te fais pas suivre et que tu n'as pas un endroit où tu peux déverser, ça devient dangereux. Bien sûr. Non, mais c'est une vraie, et puis on a déjà parlé de santé mentale aussi, mais c'est un vrai sujet aujourd'hui dans le monde actuel. La santé mentale, c'est pas pour les fous. Je veux dire, au bout d'un moment, que tu sois soignant, certes, mais flic, pompier, j'en sais rien, assistante sociale, il y a des tas de métiers qui sont confrontés à des choses qui sont lourdes au quotidien. Si tu déverses pas, au bout d'un moment, tu pètes une pile, et c'est normal. Il y a un job entrepreneur, mec. Ah oui, non, mais la santé mentale de l'entrepreneur, on en parle. Moi, en tant qu'infirmier, je suis spécialisé en analyse comportementale et je fais pas mal de psychiatrie. Je côtoie énormément d'entrepreneurs et des grands patrons. Je peux dire que des fois, je les regarde, je leur dis, les gars, faut que vous consultiez parce que vous vous rendez pas compte qu'il y a un moment là, faut que tu poses parce que ta santé mentale et ta réussite professionnelle, du moins, elle est liée à ta santé mentale. Bien sûr. Et donc, non, c'est hyper important. Je suis assez d'accord avec toi. Ouais, quand on voit les entrepreneurs qui disent « Ouais, moi, je fais des journées de 20 heures de travail. » Alors, tu le fais une fois, 2 fois, 3 fois, ok. Mais si tu enchaînes ça pendant 6 mois, tu es sûr qu'au bout d'un moment, tu pètes. Enfin, il n'y a pas d'autre solution. Et donc, je pense qu'il faut aussi sortir de ce truc de l'image de l'entrepreneur qui veut toujours montrer, qui fait plus, qui est toujours en train et c'est lui qui bosse le plus. Alors oui, il faut bosser pour réussir. Ça, il n'y a pas de secret. Mais il y a aussi un truc de dire, au bout d'un moment, on reste des humains et il faut qu'on prenne de temps pour nous. Après, tu me parlais aussi dans mon parcours d'infirmier. Tu sais, moi, j'ai fait des choix qui ont fait que déjà quand je suis arrivé à l'école d'infirmier, moi j'avais une chose, c'est que scolairement ça allait simple parce que tu vois, moi j'arrivais à l'IFSI, on voyait des cours et je disais, les gars, mais moi j'ai vécu à l'hôpital. On va faire une prise de sang, c'est vite, j'ai déjà à la faire avant même d'avoir fait mon premier TPE, tu vois. Et du coup, il y a un truc, c'est que quand je suis arrivé, j'avais beaucoup de facilité. Mais en plus, j'avais mon handicap. Donc, quand moi, j'ai voulu être infirmier, on m'a dit « Ouais, mais non, tu pourras pas être infirmier. » Tout de suite, on m'a dissuadé. On a essayé d'étouffer mes ambitions. Moi, je leur ai dit « Non, je veux devenir infirmier. Malgré mon handicap, vous allez voir, je vais y arriver. » Même si j'avais des douleurs et c'était compliqué, la station debout, elle était difficile. Et franchement, le piétinement, je crois que c'est l'exercice le plus dur et qui va tout de suite sur tes articulations. J'y suis quand même allé. Donc, ma première année, en fait, scolairement, j'avais des super bonnes notes. Mais en stage, c'était plus dur. C'était plus compliqué parce qu'en fait, tu avais des stages de 4-6 semaines et en fait, tu es pris pour du personnel. Oui. Donc, il n'y a pas de sujet. Donc, tu arrives direct, tu es aide-soignant, point barre. C'est ça. Ouais. Déjà, non, le premier stage, c'était ASH les 2 premières semaines. Donc ça, physiquement, les ASH, ils sont assez costauds. ASH, c'est quoi Agent de service hospitalier. Okay. C'est ceux qui font le ménage, qui entretiennent les locaux, les meubles. L'asepsie et tout ça. Et donc il y avait déjà ça, mais bon, j'ai tenu. Mais pendant mes stages, il y avait souvent où je me mettais en maladie pendant une semaine, tu vois. J'étais obligé. Physiquement, je tenais plus, tu vois.
et où je me mettais des fois 2 jours juste pour récupérer parce que 5 jours d'affilée, des fois ils te Ah oui. mettaient un jour et après tu revenais le week-end. C'était physique pour les ports de charge lourdes et tout ça. Ouais. Tu vois, t'as pas toujours le lève Puis malade. pour peu que c'était bien traitant, 12 heures, enfin des Ouais, trucs. 12 heures, c'était costaud quand même. Mais, mais du coup, je me mettais un peu en porte-à-faux parce que moi, j'avais pas envie de dire ouais, j'ai un handicap. Même s'ils Ouais. se voyaient un peu, Mm. j'avais pas envie de mettre le poids là-dessus. J'avais envie de dire non, voilà. Et du coup, ça m'a porté un peu défaut. Tu vois, Ouais. des fois, la référente de stage, Mm. du coup, elle était un peu contre moi et tout. Mais après, physiquement, j'ai commencé à me gainer bien physiquement. Puis je faisais pas mal d'exercices à côté pour vraiment musculairement Muscler, ouais. pour supporter les choses. Puis ça allait mieux. Et une fois qu'après j'ai dépassé cette phase, dans les stages, il y a aussi, j'ai voulu intégrer ma personnalité. Mm. Et ça passe pas quand tu es Ouais. étudiant. En fait, Eh on oui, demande il d'être faut un que tu mouton. répondes au moule. Voilà. Point. Tu Ouais, vas ouais. dans le moule, point barre, il n'y a pas Clairement. d'autre sujet. Et ça a été compliqué parce que, en fait, moi j'ai découvert, je sais pas si tu connais le Dr Patch. Non. Vous connaissez pas ce médecin Non. c'est un médecin américain. Mm. Ils en ont fait un film avec Robin Williams, Dr Patch. C'est le médecin qui avait un nez rouge. Ah, mais si, je crois ça que parle j'ai- maintenant C'est que un tu dis, film ouais. j'ai la- incroyable. Mm. C'est un médecin qui va te soigner avec l'humour, qui avait compris que te soigner avec l'humour, de mettre une bonne ambiance avec ses patients, de venir avec un nez rouge, de leur faire Ouais. des blagues à un patient qui était en soins de cancérologie, Ouais. qui faisait toute sa chimio, Mm. qui avait une alopécie et tout, qui venait avec un shampoing et qui lui dit ça, t'as plus besoin. Hein. Tu vois, Ouais. Tu sais, il faisait des vannes qui Ouais. étaient ouf. Mais les patients, ils étaient morts de rire. Ouais. Et en fait, il avait réussi à démontrer avec ses études que l'endorphine générée chez les patients lorsque tu Ouais, faisais avec le rire. l'humour et que tu les faisais penser à autre chose, ça leur faisait prendre moins de traitements. Il y avait Bien sûr. au niveau de la rémission, il y avait des meilleures stats et tout. Et quand j'ai vu ce film, ça m'a beaucoup touché parce que ça faisait vraiment en écho. Ça allait vraiment en écho avec ce que moi, je voulais vivais, quoi. vivre, Ouais. tu vois. Et du coup, moi, quand j'ai commencé à faire mes stages avec moi, mes patients, je rigolais avec eux, je leur faisais des petites vannes. Tu venais avec des nez rouges aussi ou Hein Tu venais Je venais pas avec le nez rouge, j'avais pas jusque-là, mais j'arrivais. Moi, j'ai toujours eu cette facilité à parler avec les gens, Ouais. à être à à l'aise. rentrer en contact. Et en plus, moi, parler avec eux, je comprenais tout de suite où était leur mal-être. Ouais. Et puis, j'avais des questionnements Mm. qui étaient plus profonds. Ouais. Et du coup, je créais un vrai lien avec mes patients. Et ils me réclamaient, tu vois. Ouais. Ils me demandaient. Et puis, ils voyaient que ça avait une bonne ambiance. Et je t'avoue que ça crée une frustration chez À d'autres travers jeunes d'autres infirmières ou équipes, des ouais. infirmières qui étaient là Bien sûr. diplômées, qui Qui avaient ont du plus de mal mal. à créer ce lien-là, tu Mm. vois. Et du coup, elles étaient un peu plus... moi, je disais un peu pète sec, quoi, tu vois. Et du coup, je me prenais beaucoup de réflexion. Mm. Et moi, j'avais du mal à le comprendre. Alors du Ouais. coup, moi, j'allais frontal. Je dis, ouais, non, mais moi, je soigne comme ça. J'ai envie de soigner comme ça. Est-ce qu'il y a une contre-indication à soigner comme ça? Ouais, oui. Tu vois, je lui disais, il y a un Mm. problème. Est-ce que ça va contre le bien-être du patient? Toi, t'as dû te faire des amis en stage. toi. Je me suis fait virer de stage. Après, il faut pas croire, hein, j'ai pas une tête de Norvégien. Hein. Ah oui, non, mais ouais, non, mais- dire que Ça- en stage, je me suis déjà fait maître de stage. Tu sais, quand tu arrives dans des maisons de rééducation en pleine campagne et Ouais. que je peux Ouais. dire qu'il y a du racisme. Hein. Et Ouais, ça, c'est pas un mythe, hein. malheureusement, j'en doute C'est pas pas. un mythe et je suis pas le seul à l'avoir Oui, non. vécu. Mais par contre, c'est pas une fatalité. On Ouais. peut aller contre ça. Mm. Ce qui m'a toujours sauvé, Mhm. c'est mes qualités techniques et ouais. surtout mes connaissances infirmières, du soin Si infirmier. t'es irréprochable sur ces volets-là, derrière, c'est Ouais, pénible. quand même, hein. t'inquiète, ils ont réussi à trouver. Ouais. Ah, Tu mais sais, quand c'est tu dingue, cherches ça. la bête, tu le trouves. Ouais, ouais. Non, franchement, moi, ça a été dur. Moi, je peux te le dire très honnêtement, Mm. l'IFSI, ça a été une réelle souffrance. Vraiment, hein. Je l'ai très mal vécu. Tu parles avec ma femme, je te jure que même quand j'ai eu mon diplôme, j'ai fait des cauchemars après. Des fois, je me réveillais en transpirant. J'avais l'impression d'avoir raté mon DE. J'étais là, putain, et j'étais mal. Et ma femme, elle me dit, mais putain, mais comment elle est aussi infirmière, Oui. tu vois. Ouais, je sais. Elle a vécu un IFSI complètement différent du mien. Et ouais. Et elle me dit, mais comment ça a pu te choquer autant? Je te jure, en fait, c'était dur. Mm. C'était très, très dur parce qu'il fallait absolument que j'ai ce diplôme Mm. pour pouvoir devenir l'infirmier que Ce je que voulais tu être. voulais. Ouais. Mais ça, j'ai eu beaucoup de mal à le comprendre. Et dans mon parcours, si tu veux, j'ai eu pas mal de tuiles comme ça qui ont été compliquées. Mais une fois que j'ai eu mon diplôme, j'ai vécu ma meilleure vie d'infirmier après. Mais c'est vrai, incroyable, franchement. Donc comment ça s'est enchaîné du coup pour toi? Alors moi, en fait, jusqu'à ma deuxième année, fin de deuxième année, tout se passait bien. Après, j'avais plus d'argent pour payer la dernière année. Tu vois, ça a un coût quand même. Ouais, bah ouais, Les gens se rendent bien pas sûr. compte, mais il y a un coût Ouais, bien sûr. à assumer. Ce qu'on te donne en stage, ça ne suffit pas. Ah oui. Euh, bah, c'est- alors que pourtant, tu fais un boulot.
Tu fais un vrai boulot. Tu es considéré comme du personnel dans le planning, hein. C'est ça. Donc, et du coup, j'ai arrêté en deuxième année. Je suis allé dans un restaurant bosser en tant que serveur. Et il s'est passé un truc ouf, c'est que tu sais que tu peux bosser 1 an Ouais, et prendre les assédiques et être financé une année. Mais après, tu peux bosser même 3 ans et être financé 3 ans. Et c'est ça la magie en France, c'est que tu peux avoir vraiment beaucoup de leviers pour aller au bout de tes ambitions. Et il s'est passé que je suis allé en tant que serveur dans un resto. Et moi, si tu veux, je vais faire juste une dégression avant de te raconter ça. Quand j'étais en tant que patient et que j'ai dû revenir après en milieu conventionnel et revenir dans ma famille, il y a un truc fou, c'est que j'ai dû réapprendre à vivre avec ma famille. Ça, c'est très bizarre à dire. Parce que t'as été éloigné de ta famille combien de temps? Pendant près de 2 ans et demi. Eh oui. Et mes parents ne pouvaient pas venir tout le temps. Il fallait qu'ils donnent à manger à mes frères et sœurs. On habitait Besançon. Moi, j'étais à Paris. Ma mère est illettrée. Pour venir à Paris, elle devait prendre un train sans savoir ni lire et écrire, prendre le métro pour venir jusqu'à Necker, ou pour venir au centre de rééducation. Franchement, c'était une guerrière. Vraiment, c'était une guerrière. Et après, j'ai dû réapprendre à vivre déjà avec ma famille, donc tous les liens fraternels, trouver ma position dans ma propre famille, retravailler le lien d'affection avec ma mère, le lien d'attachement. Et je l'ai fait grâce à la cuisine. Ma mère, elle cuisine beaucoup, donc moi j'étais toujours dans les jupes de ma mère, elle m'a beaucoup appris à cuisiner. Et après, il fallait apprendre aussi à vivre avec les enfants, à l'école, tout ça. Franchement, si je te raconte tout, on en a pour 4 ans. Parce que moi, c'était un traumatisme, mon enfant. Mais ça se voit pas. Non, ça va, tu l'as plutôt bien... je l'ai plutôt bien transformé. Et grâce à ma famille, tu vois. Et ça a été game changer. Comme quoi l'entourage partout, c'est la clé de tout. Hein. C'est la clé. Et donc du coup, quand j'ai dû arrêter l'IFSI, je suis allé dans un resto faire serveur. Donc je me suis retrouvé dans le milieu de la restauration. Et il s'est passé un fait, c'est que les apprentis qui étaient avec le cuisinier l'ont lâché. Ils en ont eu ras-le-bol parce qu'il était très dur, c'est très militaire. Ouais, c'est très exigeant avec lui. Et ils ont eu du mal à prendre le pli, donc ils l'ont lâché, ils se sont barrés. Et il est venu me voir, il m'a dit, écoute, je sais que t'aimes bien cuisiner et tout. Il m'a dit, écoute, si tu veux, au lieu que tu passes une année à être serveur avec nous, viens, tu passes un CAP cuisine, tu seras payé plus, et tu repars avec un diplôme. Tu vas-y, let's go. Moi, tu vas comprendre que dans mon parcours, moi, c'est l'opportunité systématique. Il n'y a pas de problème, moi, je prends toutes les opportunités. Et du coup, je fais 10 mois avec lui. Et il m'a appris, ça a été très fédérateur pour tout le reste de ma vie. En fait, je suis arrivé dans un cadre où il m'a mis un cadre très militaire. Chose que j'avais beaucoup de mal, moi, à avoir en tant que jeune et en tant que professionnel. Et du coup, ça m'a beaucoup structuré. Et ça m'a appris énormément de choses. Donc, dès que j'ai fini ces 10 mois en tant que cuisinier, je devais retourner à l'IFSI. Bon, ça a duré 3 ans. Hein. J'ai fait 3 ans de suspension parce que après j'ai travaillé chez un étoilé tellement j'ai kiffé. Et après, j'ai repris un resto que j'ai redressé. C'est trop bien. Et pendant 3 ans, j'ai fait ça. C'est jusqu'à que ma directrice, elle m'appelle, elle me dit, écoute, et il faut que tu finisses. C'est soit tu viens, soit on invalide tes années. Je dis, attends, j'arrive. Et c'est là où je suis retourné en tant qu'infirmier. Mais par contre, quand je suis revenu et j'ai fait cette dernière année, je l'ai super bien vécu. Parce que tu n'avais plus le même mindset. Quoi. J'avais le cadre. J'avais compris une chose, c'est que avant de vouloir vraiment être moi-même, il fallait que je rassure les gens autour de moi que la personne que j'étais, elle était carrée pour le poste. Et moi, je faisais un peu l'inverse. Je faisais tout en même temps. Tu faisais à ta façon. Je fais ma personnalité, mais en même temps, regarde, je sais bien faire les choses, mais laisse-moi être moi-même. Et du coup, je suis venu avec un autre mindset et je suis venu, et en fait, pendant les 3 premières semaines de stage, j'étais pas trop rigolé avec les patients, j'étais classique, carré, tu vois. J'étais classique, juste le bon lien qu'il fallait et tout. Et une fois qu'ils étaient là à me féliciter et tout, je dis ok, vous savez que je suis pas moi-même. Je leur dis comment ça t'es pas toi-même? Je dis maintenant je vais vous montrer comment j'ai envie de soigner. Et là j'étais complètement différent et j'étais dans l'humour et tout. Et ils me disaient ouais mais putain mais c'est un plus et tout. Je leur dis hey, si j'avais été comme ça dès que je suis arrivé, tu m'aurais pas dit que c'était un plus. Tu m'aurais démonté. Du coup, cette manière de faire, ça t'a laissé plus de liberté aussi à pouvoir faire comme tu voulais. Clairement. Et en plus, ça m'a accompagné dans tout le reste de ma carrière. Autant en tant qu'entrepreneur et tout ça. Et là, j'ai pu vraiment soigner comme je le voulais et ça m'a beaucoup plu. J'ai pris ma dernière année, j'ai pris mon diplôme. Il y a eu un fait marquant aussi sur cette dernière année, c'est que j'ai eu une autre relation avec mes profs. Parce que mes profs, au début, tu sais, moi, j'allais pas à tous les cours.
j'avais pas besoin, tu sais, ça me... Ouais, tu disais Tu ça. vois, puis en plus, moi, comme j'étais très jeune, j'étais au CNED. Tu sais, quand t'es en Ouais, CF, ouais. moi, je suis avec des profs Donc, t'as tout de suite personnalisés. appris J'avais à... pris énormément d'avance, moi, scolairement. Puis j'ai eu cette manière à être une éponge. Moi, j'apprends très vite et je remets très vite en pratique. Ouais, ça, c'est une chance. Hein. Et ça, donc, quand tu es un hyperactif comme moi, tu me suis sur les réseaux, t'as vu comment je suis hyperactif, et que tu arrives à l'IFSI et que que des gens, ils ont besoin de 3, 4, 5 fois pour comprendre. Moi, je comprenais très vite. C'était compliqué. Et je séchais beaucoup. Et il y a eu quelques faits marquants qui te montrent la mentalité des infirmiers. Le premier, c'est que, comme je séchais beaucoup et que j'avais de très bonnes notes, beaucoup de gens dans l'IFSI commençaient à dire « Ouais, il triche ». Ils sont allés voir la directrice et lui dire « Ouais, Raibed, il triche ». La directrice et tout, elle l'a pris au sérieux. Elle a mis 2 profs sur mon dos pour surveiller pendant plusieurs partiels. Moi, quand j'arrive en amphi, mec, j'ai un 4 couleurs et un Tipex. Point barre. J'ai même pas la calculette, je la squatte à celui qui est à côté de moi, tu vois. Et j'arrive comme ça. Donc, ils m'ont surveillé pendant plusieurs partiels et les partiels, je cartonnais et tout. Et la directrice, je l'ai su que... dès que j'ai eu mon diplôme, je l'ai su. Je l'ai pas su avant. La directrice, après, elle leur a dit, ouais, attention à ce que vous pouvez dire. Raibed, il triche pas. Maintenant, retournez en cours et puis arrêtez vos diffamations, tu vois. C'est un truc de fou. Et c'est dans ma dernière année, avant d'avoir mon diplôme, j'avais une prof, je peux dire son nom, c'est Madame Imbert, qui m'avait, avec qui je m'entendais très bien et qui avait vu l'évolution du Raibed de la première année à Raibed qui allait avoir son diplôme et qui était hyper contente. Et elle m'avait, j'étais dans son bureau et tout parce que je lui avais demandé de changer un stage et tout. Je lui ai dit, écoute, j'ai pas envie d'aller en gériatrie, ça va me servir à rien. Je lui ai dit, switch-moi sur un soin de cardio. Et elle me dit, ouais, les places sont chères et tout. Je lui ai dit, non, mais il faut que je l'ai. Et je lui ai dit, tu vas voir, tu vas pas regretter de me l'avoir donné. Et elle m'a dit, ok, elle avait réussi à me l'avoir. Puis elle m'avait dit, écoute, il faut que je te confie un truc. Et elle me raconte cette histoire-là. Et je lui ai dit, t'es sérieux? Moi, j'étais vénère et tout. Je lui ai dit, sérieux? Elle me dit, ouais. Elle me dit, regarde, elle m'avait donné une grosse leçon à ce moment-là. Elle m'avait dit, écoute, tu vois, l'image que tu peux renvoyer peut créer des conflits chez les autres et des gens qui vont venir contre toi. Donc ça veut dire qu'ils vont te freiner dans ta progression ou te freiner dans le fait que toi, tu veux créer une espèce de cohésion ou porter certains projets. Tu vois, quand tu es infirmier, tu fais pas que des soins. Ah bah oui, tu as des projets sur lesquels tu te mets, sur l'amélioration des soins, l'amélioration des process. Et des fois, on te le confie et tu dois embarquer tout le monde. Et l'image que tu peux véhiculer peut faire que tu peux avoir des réticences ou des dissensions sur les gens, là où tu veux les amener. Elle m'avait dit, tu vois, ça, faut vraiment que tu le prennes en leçon et que tu aies toujours ce souci de fédérer et de faire attention à pas cliver. Et quand tu as une personnalité comme la mienne, tu clives. C'est dur de pas être clivant. Moi, soit tu m'aimes, soit tu me détestes. Il n'y a pas le juste milieu, tu vois. Je suis tellement entier. Et en plus, je suis sans filtre. Moi, je vais te dire ce qui va pas chez toi, ce que moi je vois, et je dis ça va pas. C'est pas très infirmier, ça. On a plutôt tendance à le dire à quelqu'un d'autre qui va te le dire et ça va arriver jusqu'à toi, tu vois. Ouais. Et encore une fois, c'est la façon, ce que j'ai eu le débat sur la bienveillance il y a pas longtemps. Souvent, sous le principe de bienveillance, on dit pas les choses aux gens. Mais en fait, souvent, c'est plus malveillant de pas leur dire les choses que d'être franc et honnête et de dire les choses clairement aux gens. Parce que si derrière, il n'y a pas de mauvaises intentions, c'est-à-dire aujourd'hui, une remarque, une critique constructive, c'est bien plus bienveillant qu'un silence qui te laisse t'enterrer. Quoi. Après, attention, tout à l'heure, tu parles de maltraitance. On va un peu dans tous les sens, mais je suis obligé de rebondir sur ce que tu dis. On parle de maltraitance au niveau des patients, mais il y a de la maltraitance entre soignants. Bien sûr. Il y a une très grosse maltraitance entre les soignants, et les gens ne se rendent pas compte parce que déjà, on passe énormément de temps de notre vie en service. Donc, en fait, tu crées une deuxième famille. Et souvent, les gens vont avoir tendance à te parler sur le dos. Ils vont être très méchants. Vraiment du mobbing. C'est la première fois que j'ai entendu le mobbing. Moi, c'est en soins. C'est en soins infirmiers, c'est en service. Hein. Du mobbing, du harcèlement, du pseudo-harcèlement, tu vois. Même c'est du harcèlement, il n'y a pas de pseudo-harcèlement. Et souvent, ça va être très mal vécu par les soignants. Limite à avoir la boule au ventre à aller au boulot, quoi, tu vois. Et souvent, entre soignants, tu t'en rends pas compte. Alors que tu vas donner ce conseil-là à d'autres. Tu ne le fais pas toi-même. Mais le cordonnier est plus mal chaussé, hein, ça, clairement. Hein. Clairement. Et c'est pour ça que moi, j'ai eu beaucoup de mal après à rester en service. C'est sur ce genre de situation. En fait, moi, de travailler dans des équipes soignantes, c'est très compliqué à gérer. C'est un vrai travail en soi, donc ça demande énormément d'énergie. Tu dois donner de l'énergie pour gérer le patient, gérer les émotions du patient, gérer toutes les émotions que tu vis à travers la mort, à travers la souffrance, la nudité. Clairement.
Et tu dois en plus mettre de l'énergie pour que tu saches cohabiter avec tes collègues. Mais après, tu me diras, c'est dans toutes les équipes en vrai. Ah bah oui, bien sûr. C'est commun à partout, mais c'est très fort. Et c'est majoré dans le soin parce qu'on est confronté à justement tout ça, à la mort. Ouais, t'as des grosses souffrances. Et je pense que c'est majoré. Et du coup, après, quand moi j'ai eu mon diplôme et que je pouvais enfin soigner et être qui je voulais, j'ai vraiment kiffé. Et moi, j'ai eu la chance de partir travailler en Suisse. Ouais. Et infirmier en Suisse, mec, c'est avec le mindset canadien. Donc c'est une autre manière de travailler. Alors que pourtant, nous-mêmes, dans nos soins en France, on s'inspire du mindset canadien pour toute la prise en charge holistique, toute l'humanitude que tu vas mettre autour du soin. Et Virginia Anderson, je crois qu'elle elle est toujours enseignée. Hein, la fameuse Virginia, on l'a tous mangé sous toutes les formes. Moi j'ai eu de la chance, c'est que d'une part, le premier job que j'ai eu, c'est j'étais infirmier et je prenais en charge des patients atteints qui étaient en burn-out. Okay. Donc je faisais des activités thérapeutiques avec eux et des activités thérapeutiques cuisine. Donc, en fait, déjà très tôt dans la santé mentale, en fait. Ouais, direct. Ouais. Très très peu dans le technique après, parce que moi je kiffais. Parce que moi j'aime bien cette empathie, je l'ai toujours eu, tu vois. Et du coup, la spécialité dans laquelle l'empathie doit être le plus fort, c'est la santé mentale. Bien sûr. Même si dans les autres c'est fort aussi, hein. Oui. Mais je sens que dans la santé mentale c'est un degré plus. Et du coup j'ai bien kiffé à ce moment-là. Et ensuite, moi j'ai eu une carrière assez spéciale et puis j'ai surkiffé, j'ai fait plein de trucs qui sont assez ouf, mais après on m'a appelé pour que je travaille en milieu carcéral. Ouais. Et toujours en Suisse ou en France ? Toujours en Suisse, à Lausanne, le premier poste. Et c'est assez fun. Hein. Je reçois un coup de fil, l'intérim qui me dit « Ouais, tu parles plusieurs langues, Arben ?» Je dis « Ouais, tu parles arabe ? Ouais. Écoute, il y a un gros problème dans les prisons suisses, là. Il y a le printemps arabe. Donc, il y a beaucoup de populations maghrébines qui arrivent. Et il y a un gros problème de communication. Et personne ne parle. Et ils galèrent tous. Et en plus, le problème, c'est que tous les Maghrébins qui sont incarcérés en Suisse ne sont pas forcément des délinquants. Parce que quand tu n'as pas de papier en Suisse, quand tu es en situation illégale, c'est directement mis en prison pendant 3 mois en préventif. Donc, je vois pas où est la prévention là. C'est la prison préventive. Ouais, c'est de la Surtout prison quand on sait comment ça marche la prison, c'est moyennement préventif. Tu les mets dans un système après qui est très, très compliqué au niveau de réinsertion. Du coup, ça leur fait un réseau de qualité en plus, ça, c'est intéressant. Et du coup, on me dit, ouais, écoute, faut que tu ailles passer l'entretien. Je dis, ouais, vas-y, go. J'arrive et tout, c'est Didier qui m'accueille. Tu vois, il me parle, je dis, écoute, alors moi, santé mentale, j'avais un peu de notion, tu vois, puis je dis, mais je connais rien. Je dis, non, mais t'as l'air d'avoir. Tu sais, il m'avait posé plein de questions. Il me dit, ouais, t'as le mindset qu'il faut et tout. Vas-y, écoute, essaye. Je dis, écoute, il me dit, écoute, si ça se passe bien, que tu passes les 3 premiers mois, tu vas prendre le catalogue et t'as le droit de prendre une spécialité, on te paye la formation. Et il me montre le catalogue et tout. Puis je vois les tarifs, c'est des 30-50 000 balles. Ils sont chauds et tout. Je dis, tu me payes la formation ? Il me dit, ouais, c'est un CAS sur 2 ans et tout. Et moi, je dis, écoute, pas de problème. Et j'avais tout de suite vu un truc qui me kiffait. Je dis, écoute, moi, celle-là, on en reparle, mais ce sera celle-là sur l'analyse comportementale. Ok. Il me dit, ouais, écoute, pas de souci. Il me dit, par contre, il faut que tu vives à une demi-heure. Je dis, ouais, mais attends, c'est chaud. Moi, je fais les allers-retours depuis Annemasse. Parce que j'avais un permis G. Et en Suisse, c'est un permis étranger. Donc, avoir un logement avec un permis étranger, c'est hyper galère. Il me dit, non, on va te mettre un logement de fonction. Sympa. Incroyable. Je dis, très bien. Mais sympa. Et tout. Il me dit, on va te payer 5 000 €. Et je dis, écoute, je dis, Didier, après, quand on a appris à se connaître, je dis, Didier, le jour où tu m'as embauché, tu m'aurais dit logement de fonction, formation, t'aurais été pas obligé de me payer, c'était pas le problème, j'aurais travaillé. Je dis, tu m'as dit 5 000 €. 1006, comme d'habitude, ça m'aurait. Je dis, y a pas de problème, tu m'aurais payé en ticket repas, y a pas de problème. Il me dit, non, écoute, c'est bien, écoute. Après, j'ai fait ma spécialisation en analyse comportementale. Franchement, j'ai vu des cas très très lourds. Donc, avant, j'étais en milieu carcéral conventionnel. Donc, tu vois, c'était des gens qui venaient avec des grosses histoires. Il y avait une grosse prise en charge psychiatrique parce que bon, l'enfermement, c'est pas normal. Donc, il y avait tous les risques suicidaires à gérer. Et ensuite, quand je me suis spécialisé en analyse comportementale, j'ai commenccommencé à travailler sur du quartier de haute sécurité. Donc là, on était plutôt sur les risques de récidive, les psychothérapies de limite. Tu pouvais pas parler avec moi si tu n'avais pas tué quelqu'un. Tu vois, je voyais des cas qui étaient assez lourds.
Donc franchement, c'était hyper prenant. Il y a un fait marquant qui m'avait beaucoup perturbé. C'est que on avait une collègue. Il y avait un patient, un détenu patient, qui était un meurtrier multirécidiviste. Et dans son parcours de progression, il y avait des activités thérapeutiques où il sortait de la prison pour aller faire du cheval. Ouais, c'est la Suisse, mec. Pour aller faire de la plongée. C'est la Suisse, mec, c'est chaud. Ils mettent des moyens. Ils mettent des moyens pour faire ça. Et on va pas les blâmer, tu vois. Mais, non, mais vaut mieux qu'ils sortent un peu en vérité. Mais ce détenu avait réussi à... Tu sais, quand tu es face à des sociopathes, leur grosse force, c'est de faire tomber tes barrières. Donc il avait réussi à gagner la confiance de cette infirmière et il avait réussi à détourner le système qui fait que quand il était sorti en activité thérapeutique, il avait réussi à avoir avec lui un couteau. Et en fait, du coup, et chose anormale, la soignante, Adeline, elle était avec lui seule. Et du coup, il l'a pris en otage. C'est beaucoup de règles élémentaires, beaucoup de trottes dans le gruyère. Beaucoup de défaillances, ça a fait la une des journaux. Pendant des semaines, et après ça a perturbé tout le système carcéral suisse. Et derrière, cette infirmière qui a été maman d'un enfant de 9 mois, il l'a pris en otage, il l'a ramené dans les bois, il l'a attaché à un arbre, et il a voulu s'enfuir, mais avant de s'enfuir, il s'est retourné, il a eu une pulsion meurtrière, et du coup il est arrivé et il l'a égorgé sur l'arbre et il l'a laissé se vider de son sang. Il s'est sauvé. Et ça, moi, j'ai su cette histoire, j'étais à Lausanne. Ensuite, il s'est passé ce qui s'est passé. Moi, je suis parti à Genève. J'ai été muté à Genève, en quartier de haute sécurité. Et là, je tombe sur lui. Comment tu vis ça, toi Ah, mais toi, t'es pas au courant, tu le rencontres après, c'est fait. Mais moi, je connais l'histoire, donc on était tous perturbés, tu vois. Et ça a changé toute notre manière de soigner. On a eu beaucoup plus... Maintenant, on était toujours avec un agent de sécurité. Il y avait plein de failles dans lesquelles ils pouvaient s'engouffrer. Ils ont tout enlevé. Et ça a été beaucoup plus strict. C'était plus dur de soigner. Parce que tu sais, pour créer un climat de confiance, il faut souvent se retrouver en one-to-one, face-à-face, tu vois. Et du coup, après, je me suis retrouvé en quartier de haute sécurité. Et là, j'arrive et je regarde ma liste de patients attitrés, à qui je devais faire toutes les psychanalyses, les analyses comportementales, faire les rapports au juge, blablabla. Et là, je vois, putain, ok, je dois gérer lui. Et je te jure, c'était un des patients les plus durs à soigner. C'était horrible, c'était dur. Hein. C'était très dur parce que il est très très fort. Donc mes barrières tombaient de temps en temps, mais heureusement que j'avais un psychiatre qui était très fort aussi et qui mettait les warnings. Et on était plusieurs référents sur lui, donc on se faisait souvent des réunions entre nous pour reparler des patients. Ça aussi, c'est très important de savoir reprendre les cas entre nous et de pouvoir... de débriefer un peu les informations de chacun. Ça, c'est des notions qui sont importantes. Et c'est surtout que j'avais beaucoup de mal avec son regard. Il avait un regard vide, tu sais. Tu vois tu vois ce genre de regard tu regardes il se passe rien derrière, il y a prendre quand tu parles. C'est très dur de soigner des sociopathes comme ça. Et typiquement sur les grosses lignes, sur les grandes lignes plutôt, comment ça se passe de A à Z quand tu accompagnes un détenu comme ça? Est-ce que toi, tu es le seul à le gérer ou, comme tu dis, vous êtes plusieurs à en discuter? Il y a un accompagnement solo? On est plusieurs, il y a des réunions de service où on se reparle, on reprend chaque patient toutes les semaines. Alors, comment ça se passe? Comment vous vous sentez, machin. Ça, ce qui est cool, c'est qu'il y a pas mal de choses comme ça qui sont mises en place dans les services pour pouvoir permettre aux infirmiers à déverser entre eux. Mais c'est obligé de mettre quand même à l'extérieur quelque chose de différent, parce qu'il faut toujours un tiers extérieur. Et dans l'équipe pluridisciplinaire, il n'y a que médecins, infirmiers, il y a d'autres professionnels qui rentrent en compte? Non, il y a tout le monde. Il y a les ergothérapeutes, psychologues, psychiatres, les responsables d'activités thérapeutiques. C'est important, donc tout le monde apporte sa pierre à l'édifice, quoi. Ça c'était hyper important. Nous, on avait des réunions... on prenait beaucoup de temps à discuter entre nous. Et ça fait partie du travail. Job. C'est obligé de mettre ça en place. Donc tu vois, franchement, dans ma carrière, moi, frérot, j'ai vécu des histoires et je pourrais te les raconter, mais il y en a, moi, je me suis beaucoup fait agresser aussi. J'imagine. C'est ce que j'allais te demander, parce que du coup... Je me suis fait taper. Tu te prends une droite, t'es là... quand tu t'y attends pas, ça secoue. Merde, putain, je suis là pour soigner, je suis pas là pour me faire défoncer, tu vois.
Tu es obligé de gérer l'agressivité. L'agressivité, tu n'es pas obligé de te faire taper pour te faire non, violenter. Hein. Tu as l'agressivité verbale, devoir gérer les gros moments de tension. Souvent, au milieu carcéral, il y a le problème, c'est qu'il y a beaucoup de gens dépendants. Ouais. Gérer la dépendance, et ça, c'est aussi compliqué avec les accès de violence qu'il peut y avoir. Ouais, bien sûr. Donc tout ça, ça te forge, Ça mec. forge. Alors que quand tu deviens entrepreneur et que tu dois faire des petits biscuits, tu dis « Oh, ça va Ouais, ah oui, Mais ça va !» Je me moque souvent des entrepreneurs en disant... souvent, il y a beaucoup d'entrepreneurs qui parlent du stress, de la boîte, de machin. Et souvent, j'ai encore fait une intervention avec un il n'y a pas longtemps, là, en lui disant mais en fait, rassure-moi, qui c'est qui va mourir, là ? Personne ne va mourir, on est d'accord ? Tout va bien se passer. Alors, je comprends que c'est ton business, tu vois. Je comprends que c'est important pour toi. Ouais, Mais relativise par rapport au reste du monde, tu vois. Si tu perds un petit peu ce soir, et c'est le pire cas qui va t'arriver, tu vois, je dis souvent, mets à l'échelle de ce que tu veux. Ouais, c'est chiant, tu vas perdre 10% sur ton CA. Dans le pire des cas, tu perds 10% sur ton CA. C'est chiant, je suis d'accord. Par contre, derrière, tu as 6 mois pour te refaire, tu as d'autres solutions. Tu vois, c'est pas la peine de te remettre toujours de te mettre systématiquement dans le rouge parce que tu as un problème. Ouais, mais alors là, il y a un truc que tu fais pas, c'est que tu t'obliges de changer de référentiel. Oui, c'est ça. Tu vois. Exactement. Et en fait, dans ton référentiel, il est différent. Je vais te donner une anecdote. Par exemple, moi-même, je l'ai vécu. Je suis biscuitier, Ouais. je dois livrer des grandes surfaces. Quand il y a une palette qui n'arrive pas ou qui est retournée, moi, j'ai des pénalités. Bien sûr. Je reçois des mails comme quoi c'est pas machin, Mm. c'est en rupture, donc tu as des pénalités supplémentaires. Et même moi, je commençais à agir comme si c'était une urgence vitale, Ouais. alors qu'il y a un moment, je me disais, mais attends, mais c'est une palette. Et en fait, le fait d'entrepreneur, en fait, ou n'importe quel métier, en fait, ton prisme de la réalité, Ça te prend. il est complètement modifié. Et une urgence qui peut te permettre, pour nous en tant qu'infirmier, être vital, c'est quelqu'un va mourir. Une urgence en devient une autre. Ouais, bien sûr. Et du coup, tes actions, elles changent en fonction de ces urgences-là. Donc, si tu veux prendre en charge un entrepreneur, tu es obligé de te mettre dans son référentiel. Ouais. Et ça, c'est dans le soin infirmier. On te demande d'adapter ton soin en fonction de la personne. Et ça, c'est un truc qu'on avait beaucoup aux urgences, parce que moi, j'ai bossé aux urgences beaucoup. Et en fait, c'est de faire comprendre aux gens que leur urgence, c'est pas forcément notre urgence. Ouais, t'as mal à la tête depuis 3 semaines. Bon, bah, en fait, il va rien se passer de grave. Je comprends que ce soit pénible pour toi. Mais par contre, à côté, nous, on en a un qui fait un AVC, un accident de la route, un machin. Pour nous, l'urgence, c'est lui. Mais c'est ça, c'est toujours remettre les gens dans un cadre et un référentiel qui est super. Et t'es obligé de l'entendre. Et t'es obligé d'entendre son urgence. Ah ouais. Tu peux pas. En fait, si tu nies son urgence, tu le prends pas en charge. Ah non, l'idée, c'est pas du tout de nier, c'est de réadapter au monde. Parce que du coup, moi, je me vois bien, et moi le premier, hein, quand je commence à être dans le business et que je pense qu'à ça et que je réfléchis qu'à ça, et ben, je réadapte mon référentiel à ça. Et du coup, des fois, il y a des trucs qui me disent putain, mais il faut que je fasse ça maintenant. Tu vois, je fais Matrice d'Eisenhower, je la fais souvent. Tu vois, et là, ton truc, c'est hyper urgent, il faut que je le fasse maintenant. Et en fait, tu te reprends un truc, tu dis attends, en fait, si je prends 1 heure, c'est pas grave pour le faire. Je veux dire, au pire, ça, je me pose, je peux le faire après mon rendez-vous tout à l'heure, ça va rien changer à ma vie. Ouais. Si j'ai pas traité le 12e mail, c'est pas grave. Parce qu'en plus, moi, je travaille avec des to-do list, je fais mes trucs à la chaîne. Et en fait, si j'ai pas fini ça là, c'est pas grave. Au pire, je peux le retraiter ce soir, demain matin. Et des fois, c'est d'autres. Donc ouais, le référentiel, c'est la clé de tout, je pense. Et après, pour pallier à ta problématique aussi, c'est ton médicament, ça peut être de pouvoir déléguer aussi. Ouais, alors ça, c'est un truc que moi, j'ai beaucoup de mal à faire. Ouais, mais tu vois, c'est pareil, c'est que apprendre à remarcher après avoir un accident, c'est ça, c'est déléguer à la béquille et après relâcher la béquille après. C'est compliqué. Donc, je comprends, mais ça, tu es obligé de savoir le faire. Et en tant qu'entrepreneur, si tu sais pas déléguer, tu vas tout de suite, au niveau de ta santé mentale, te dégringoler. Ah bah c'est clairement mon enjeu de cette année, mais on en reparlera dans un autre cadre si tu veux, mais c'est clairement mon enjeu de cette année. Tu vois, j'ai signé mon chiffre plus que mon chiffre d'affaires de l'année dernière pour dire 2024. Donc ma question maintenant, c'est comment j'engrange plus de chiffres et donc comment je me staffe, comment je me structure, comment je délègue. Donc c'est un nouveau métier que j'apprends en fait complètement. Hein. Tu vois, je passe de la phase de lancement à la phase de structuration. Tu vois, c'est un nouveau métier. Ce qui est génial d'ailleurs dans ce boulot d'entrepreneur, c'est qu'en fait tu fais 50 métiers au fur et à mesure de ta carrière. Et c'est clairement ça. Et aujourd'hui, moi je sais qu'il faut que je travaille sur ma capacité à déléguer. Donc voilà. Après, ce qui est intéressant, c'est dans nos métiers, on a réussi à engranger des compétences. Parce que tu te rends compte qu'un infirmier, en fait, c'est un métier tellement large, mais on peut travailler dans tellement d'endroits qu'on a des capacités d'adaptation et des capacités d'apprendre pour pouvoir après refaire qui sont assez ouf. Et en tant qu'entrepreneur, au début, on te demande de savoir tout faire.
Parce que pour pouvoir déléguer, il faut savoir faire. Donc, c'est ça qui est compliqué. C'est compliqué, mais c'est hyper intéressant. On sait le faire. Donc, c'est ça que moi, qui fait l'entrepreneur que je suis aujourd'hui, c'est toutes les expériences que j'ai eues avant. Bien sûr. Et en tant que soignant, moi-même, j'ai amené énormément de compétences que j'ai dans ma manière d'entreprendre. Tu rebondis parfaitement sur ma question suivante, qui était, c'est quoi les valeurs et les compétences de soignant que tu as gardées pour entreprendre et être où tu en es aujourd'hui? On va on va en faire. Déjà, on va parler d'une chose, c'est aujourd'hui, un entrepreneur, c'est devenu beaucoup un personal branding. Ouais. Tu vois, surtout quand tu veux être présent sur les réseaux. Et quand tu crées une boîte ou que tu crées une marque, il y a du personal branding. Bien sûr. Moi, si tu veux, aujourd'hui, je suis formateur et je suis consultant dans le personal branding. Tu as vu celui que j'ai créé au niveau de Papépi. Il est assez fort. Fatia a fait le sien aussi. Et j'ai réussi à faire ça parce qu'avant de dire aux autres qui je suis, j'ai appris à moi-même à savoir qui moi je suis. Donc j'ai fait une introspection, une espèce de psychanalyse, à aller chercher dans ma construction qu'est-ce qui a été marquant, qui font que la personnalité que j'ai aujourd'hui, elle est celle que je suis. Et ça, les gens, quand ils font leur personal branding, ils n'ont pas forcément ces clés-là. Donc en fait, quand moi j'accompagne des gens et que je leur dis, ils me disent, ouais, je veux faire mon personal branding, je leur dis, ok. Vas-y, allonge-toi, on va parler. Est-ce que tu es prêt à payer le prix? Je fais une psychanalyse, gros, déjà. Je fais une grosse psychanalyse. Vraiment. Et déjà, un mec qui m'a dit, ça m'avait fait rire, tu vois, il me dit, ouais, alors, comment je peux parler de moi aujourd'hui? Je dis, tu peux me parler de ton enfance? Il me dit, quel rapport? Je dis, mec, tu vas comprendre qu'il y a un énorme rapport entre ce que tu es aujourd'hui et ce que tu as vécu dans ton enfance, dans tes constructions personnelles et ta relation aux autres. Et parce que le personal branding, ça reste un fait que tu peux faire croire. Voilà, c'est comme porter un masque. C'est ça. Et un jour ou l'autre, les masques qui tombent. Et c'est parce que tu n'es pas en cohérence avec celui que tu es. Donc, il y a ça. Il y a cette capacité à écouter les autres. Donc, toute l'écoute active que j'ai pu développer, toutes les psychanalyses que j'ai fait. Donc, c'est ça que j'ai pu apporter. Et l'authenticité, du coup, j'imagine qu'il va avec. Après, moi, je suis authentique à la base. Moi, je ne sais pas être quelqu'un d'autre. Et donc, cette compétence à écouter les autres, à les faire verbaliser, à les faire externaliser ce qu'ils sont, à les faire aussi identifier leurs forces et leurs faiblesses. C'est ce qu'on nous demande en psychanalyse. Donc, tout ça, j'ai pu le ramener en tant qu'entrepreneur. Et même les gens qui travaillent avec moi, des fois, je passe du temps, je discute avec eux. J'ai des questionnements qui sont beaucoup plus profonds. Tu fais la psychanalyse de tes équipes. En fait, c'est une déformation professionnelle, frère. T'as pas le choix. Quand t'es habité, infirmier, en vrai, c'est pas un truc où... C'est pas un truc où tu te dis je veux être ingénieur ou je veux non, il faut avoir une mini vocation quand même. Bien sûr. C'est des métiers de vocation. Sauf si tu es vraiment technique. Tu vois, les e-bots, par exemple, tout ce qui est en bloc, je connais des infirmiers en bloc qui sont exceptionnels, mais qui n'ont aucune empathie. Mais ça, tu vois, mais après, ils sont à l'endroit où ils doivent être, tu vois. Et ils sont très conscients de ça. Ils disent, non, moi je suis un technicien, moi. Tu vois, il aurait pu me dire, moi, je suis mécano. Tu vois, t'es mécano, mec. C'est ça, je suis mécano de l'humain. T'es bien là, mec. C'est rigolo parce que moi, dans mon parcours, j'ai fait beaucoup aux urgences et je suis parti en mission en Afrique plusieurs fois. Et quand je suis rentré, je me suis rendu compte qu'il y avait une discordance folle entre ce que j'avais vécu en Afrique et ce que je vivais en France, tu vois, aux urgences. Et du coup, j'ai perdu l'empathie pour de vrai. J'ai eu un moment où j'arrivais plus à être empathique et à prendre soin des gens. Et du coup, je me suis identifié dans ce truc, tu vois, hyper technique. Et du coup, comme tout infirmier technique, qu'est-ce que je suis parti faire ? De l'AREA, tu vois. Et en fait, ça allait très bien, c'était un super virage pour moi. Mais par contre, j'ai pas kiffé mon expérience de REA, tu vois. Alors, j'ai appris énormément de choses, mais par contre, humainement, j'ai pas retrouvé... il te manquait un truc. Il me manquait un truc. Et c'est ça, la magie de notre métier, c'est que... Je te parle comme si j'étais encore infirmier. Ça fait mais... Le dernier pansement que j'ai fait, c'est à ma fille. Donc... Elle était tombée sur le genou après. Ouais, c'était un petit bobo. Et j'ai tourné de l'œil, je dis, du sang. Mais c'est ça la magie de notre métier, c'est qu'en fait, tu peux faire 3 ans en réa, revenir 3 ans en soins, revenir 3 ans en soins de suite. C'est ça. Et en médecine interne ou des choses comme ça. Donc c'est ça aussi qui est cool, c'est que sans forcément changer de métier et retourner à l'école, tu peux te renouveler. Bien sûr. Et ça, c'est assez cool. Et c'est ça qu'il faut dire aux jeunes aussi, de savoir être polyvalent pour après
Mais après, ça demande quand même de reprendre ton bouquin à chaque fois que tu fais du service, ça te demande de remettre un petit peu s'investir. dessus. Ouais, De bien sûr. s'investir, exactement. Donc ça, c'est important. Après, dire aux jeunes aussi, quand même, c'est important d'être infirmier. Allez-y, même tous ceux qui essaient d'arrêter en ce moment, parce que c'est très dur. Le Covid est passé par là, il y a beaucoup de gens qui ont arrêté. Fait que ça reste quand même un beau métier. Ouais. Et qu'il y a beaucoup de reconnaissance. Mine de rien, il y a beaucoup de Des gens, reconnaissance. ouais. Ouais, des gens. Il y a une vraie reconnaissance. Et il y a un truc que tu vivras nulle part ailleurs. Et après, on reviendra sur les compétences que j'ai remis en tant que... Il y a un truc que tu revivras nulle part ailleurs, c'est que tu verras jamais une relation aussi authentique avec les gens dans ce métier-là. Parce que tu arrives, les gens te livrent leur vie, ils fument des joints, ils te le disent, ils ont un herpès, ils te le disent, ils ont eu des problèmes avec leurs parents, ils te le disent, ils te livrent leur vie. Il y a une confiance qu'il ne faut surtout pas trahir entre les patients et le soignant, que tu peux retrouver nulle part ailleurs, frérot. Ouais, moi, je dis souvent ça, moi, d'être soignant, ça m'a appris l'humain, mais sur la largeur complète de l'éventail, c'est-à-dire le pire comme le meilleur. Exactement. Et ça, c'est une expérience qui est incroyable à vivre, en fait, de savoir c'est déroutant aussi, attention. Ah oui, c'est déroutant, c'est perturbant. Moi, tu sais, quand j'ai eu des pédophiles en face de moi qui commençaient à me raconter en s'exaltant, tu vois, c'était là, c'est dur à encaisser. Tu dois l'écouter pour analyser, pour faire des rapports derrière et tout. C'est... Ouais. Et en plus, moi, j'ai été infirmier avant d'avoir des enfants, et j'étais encore infirmier quand j'ai eu des enfants. Ouais, ça a été dur, par contre, très important de savoir repérer ses limites, poser les barrières, dire là, je peux pas. Ouais. Tu vois, je ne peux pas, j'arrête là. Ça t'est déjà arrivé, ça ? Oh, ça m'est déjà arrivé. Et je pense que ça arrive à tous les soignants, en vérité. Ouais, Il y a toujours un moment où... Moi, à un moment, dès que j'ai eu ma première fille, je suis allé voir ma chef de service, je lui ai dit, écoute, c'est mort, je peux pas. Ouais. Je peux pas, je vais pas être soignant, j'arrive pas à écouter, je rentre chez moi, je suis pas bien. Donc elle m'a dit, ouais, non, pas de souci, on comprend. Ouais, non, mais moi j'ai travaillé un petit temps dans une association qui faisait de la protection des mineurs et des femmes battues, là. Quand les gens ils te racontent leurs histoires de vie, c'est pareil, la prostitution, la pédophilie et machin, et là, quand t'encaisses ça toute la journée, tu dis quand même, derrière, si t'as pas l'endroit dont on parlait tout à l'heure, l'endroit pour te vider, ça impacte vraiment ton quotidien pour de vrai. C'est chaud, c'est chaud. Après, on parle de la manière de... En tant qu'entrepreneur, il y a une autre chose, c'est l'empathie. Ouais. L'empathie, c'est un sentiment très très puissant et qui te permet de bien comprendre les autres et de bien adapter ta proposition de valeur. Donc ça, c'est quelque chose qui a été fort, que moi j'ai réussi à ramener. Tu peux avoir de l'empathie pour ton personnel, les gens avec qui tu travailles, pour d'autres entrepreneurs, et de leur permettre eux aussi de désamorcer certaines choses parce qu'ils s'engouffrent. Et ça a été quelque chose aussi que j'ai pu ramener, qui a montré qu'en fait, on était avec Fatia une entreprise différente. Ouais. Et quand tu regardes sur les réseaux, on est une entreprise différente. Non, mais clairement. Et c'est Jean-Pierre Nadir qui m'avait dit, il m'avait dit cette phrase, il m'avait dit... Tu sais, quand j'étais passé sur Kivet, mon associé et tout, il m'a dit « Ouais, Ahmed !» Il parle comme ça. Il n'aime pas quand je l'imite. « Ahmed, ce qui est incroyable, c'est qu'avec Fatia, vous avez réussi à créer une marque empathique. Les gens ont envie de vous voir réussir et ça, c'est pas français. » Tu vois. Moi, j'étais mort. Non, ça, c'est pas français. Il me dit « Non, mais les gens, les Français avec la réussite, c'est compliqué. » Et là, il me dit « On voit qu'il y a une communauté qui est derrière vous, qui vous pousse pour réussir, pour aller au bout. » Et il me dit « Et ça, c'est très, très fort. » Je dis « Écoute, nous, on n'avait pas trop, dit on va le faire ça. » Mais vous avez été authentique, c'est tout, quoi, en fait. C'est ça. Et c'est surtout qu'on agit vraiment en tant qu'humain. Tu vois, même un rapport à la concurrence, j'ai plein de mecs qui font de la biscuiterie qui viennent me voir. Ouais, tu peux me filer le contact de Monoprix. Je dis ouais, pas de problème. Tu vois, c'est bizarre, moi je l'ai demandé à d'autres mecs qui font de la biscuiterie. Ils m'ont dit ouais, mais attends, tu te rends compte, on est de la concurrence et tout. J'ai dit non, mais mec, la concurrence elle est bonne, il n'y a pas de problème. Moi je suis un des mecs où tu demandes à plein de gens qui sont venus me voir sur les réseaux. Moi je file mon réseau, mais gratuitement. Il y en a, ils le monétisent. Ouais, bien sûr. Moi, il n'y a pas de problème. Tiens, prends un mail, machin. Des fois, j'ai fait plein de recos. J'avais même fait une émission sur M6. J'étais au Syrah à Lyon. C'est un salon de la gastronomie. Il y avait un mec qui faisait du foie gras et tout. Putain, je me rappelle plus du nom du foie gras. Et j'étais en train de manger à son temps. Il me dit, ah, mais il y a M6 qui arrive et tout. Puis M6, ils arrivent d'un coup, comme ça. Et puis là, moi, je commence à expliquer. M6, il me dit, bah alors, vous faites de la force et tout.
Je dis, ouais, bah écoutez, moi, c'est comme ça que je travaille, des synergies positives, même si on est concurrentiel, c'est pas un problème pour moi. Et du coup, j'avais fait une vidéo, et lui, il commence à expliquer, il dit, mais en plus, il a fait une vidéo qu'il a envoyée à la responsable des achats de Monoprix, où il explique, tiens, je te présente ce foie gras. J'avais fait une vidéo comme ça, et moi, comme j'ai les contacts directs, j'ai les WhatsApp de certaines personnes, parce que j'ai des très bonnes relations avec les acheteurs, je leur envoie, je leur dis, hé, regarde ce que j'ai découvert, tu devrais le goûter, je te fais envoyer un colis, goûte, et on prend un rendez-vous avec lui, tu vois. Et il me dit, mais c'est la première fois qu'on voit des gens comme ça qui font des passes décisives comme ça. Je lui dis, mais moi, c'est comme ça que je travaille. Je dis, parce que je fais aux autres ce que j'aurais aimé qu'on fasse pour moi. Et ça, c'est mon père, il me l'a toujours dit, tu vois. Et du coup, j'ai toujours agi comme ça, cette espèce de bienveillance. Et cette bienveillance, tu l'as dans le soin, dans la prise en charge, tu vois. Et moi, je l'ai toujours eu dans le business. Alors, ça m'a desservi des fois. Tu vois, où je me suis fait baiser, tu vois. C'est le vrai mot, je me suis vraiment fait baiser. Mais ça m'a pas empêché de continuer d'être celui que je suis. Je me suis pas dit c'est moi qui suis dans l'erreur, c'est plutôt l'autre. Et ça, c'est difficile de se le dire quand t'as des mauvais coups, tu vois, et que tu perds de l'argent. J'ai perdu de l'argent à cause à cause de cette bienveillance. Mais ça m'empêchera pas de continuer à être celui que je suis, tu vois. Ouais, et puis encore une fois, le soleil se lève pour tout le monde. Et quand toi, tu peux te regarder dans la glace tranquille et que ça a pas de prix. Hein. Ah, mon pote, moi, c'est ça qui si je me lève et que je suis pas à l'aise avec qui je suis, je suis pas bien. Je suis pas bien et c'est très, très, très important pour moi parce que je me suis rendu compte avec les réseaux sociaux que je reçois beaucoup de messages qu'on devenait un exemple, tu vois. Ouais. Et ça, c'est une responsabilité, c'est un poids à porter. Tu vois, il s'est passé un truc là, il y a pas longtemps, là. Je vais te raconter, tu vas être mort de rire. Alors moi, tu sais par exemple comment j'ai fait ma première levée de fonds. Je me suis fait passer pour Chronopost, je me suis introduit dans les bureaux d'Anthony Bourbon pour lui livrer un colis. Et c'est comme ça que j'ai fait ma première levée. En 15 minutes, il m'a signé un chèque de 300 000 €. C'est comme ça que j'ai levé ma première levée de fonds. Et ça a créé un exemple d'audace. Ouais. Comment j'ai eu certains marchés. Moi, je suis arrivé chez Monoprix, j'ai organisé une dégustation sauvage que j'ai filmée parce qu'ils ne me répondaient pas. Je l'ai posté sur les réseaux. La vidéo, elle a fait un buzz. J'ai été reçu par Monoprix. J'ai été mis dans 300 magasins. Le patron m'a fait des passes décisives incroyables. Comment je me suis retrouvé chez Total? Je suis allé faire un pitch à Patrick Pouyanné. Patrick Pouyanné, dans l'arbre décisionnel de Total, c'est celui qui est tout au-dessus. Le mec, tu parles pas avec lui, tu vois. Et moi, je suis allé, je l'ai chopé sur un salon de la technologie, tu vois, c'est Vivatech. Il n'y a pas de biscuits là-bas. Moi, je l'ai vu, je l'ai repéré comme ça. J'ai commencé à faire une vidéo, mec, qui a fait plus de 10 millions de vues, où je lui ai fait un elevator pitch pour lui expliquer que je devais être dans les stations-service parce que mes biscuits. Il m'a regardé comme un ovni. Je me suis retrouvé en 2 mois dans 2500 stations-service. Tu vois. Et ça crée un exemple d'audace. J'ai des vidéos, moi, qui sont étudiées à HEC, à l'ESSEC. C'est excellent. Je fais des conférences sur le sujet. J'ai craqué la vidéo, si tu veux, en tant que sales. Ouais. Et du coup... Mais c'est l'audace intelligente. Voilà, c'est ça, mais c'est l'audace préparée. J'explique dans mes vidéos, je fais des tutos, des vidéos où j'explique comment je prépare mes pitchs. Et ça fait qu'il y a beaucoup de gens qui s'identifient et qui te prennent pour exemple. Et là, je devais partir en Algérie parce que je suis en train de monter des business là-bas. Et du coup, j'étais à Nancy. Et en allant à Nancy, je pars de chez moi. Je devais rester 3 jours à Nancy parce que je devais faire des tournages là-bas. Et après, je devais prendre l'avion. J'étais dans le train. Fatia m'appelle en WhatsApp. Elle me dit « Hé, espèce de teubé, il n'y a pas un truc que t'as oublié ?» Je dis « Quoi ?» Elle me sort mon passeport. Elle dit « Tes passeports. » C'était trop tard. J'étais dans le train. Il y avait plein de trucs. Je dis « Écoute, mets-le en chronopost. Envoie-le. Et je le reçois là-bas et tout en chronopost. » Elle fait le chrono, elle va vite le mettre à chronopost. Et c'était la phase, là, il y a 15 jours, où il y avait le grand froid. Il y avait la neige et tout. Je fais mes tournages. Le jour où je devais recevoir le chronopost, on ne voit pas le chronopost arriver et tout. Et je commence à appeler Fatia, je dis, il y a un problème et tout. J'appelle chronopost, il me dit, non, le colis, il est stoppé dans votre poste. Allez le récupérer si vous voulez le récupérer, parce que sinon, il va aller dans le machin. Et moi, je devais partir. On était... mardi, je partais mercredi matin à 7h. J'avais pas le temps d'aller en train jusqu'à chez moi, récupérer le pass et puis prendre l'avion. Tu vois. Et là, je fais un post sur LinkedIn. J'ai écouté, je suis dans la merde. Je dois partir de Nancy, je vais arriver à Paris. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui fait Lille-Paris et qui peut venir me poser mon passeport et qu'on se croise? Je vous donnerai des papiers, puis je vous revaudrai le coup et tout.
Je reçois une vingtaine de messages. Ouais, attends, mais moi... Il y a un mec qui me dit, je dois poser un cercueil à Orly. Je pars de Lille, dis à ta femme de mener... Non, mais je te jure, des histoires, frère. Moi, heureusement que je filme tout, sinon je serais en hôpital psychiatrique. Les gens me diraient ça à C'est pour ça que j'ai écrit ce livre. Dans ce livre, il y a les anecdotes, il y a le QR code, tu scannes la vidéo, tu tombes sur la vidéo qui illustre le propos. Sinon, je te jure, mec, moi, c'est impossible, tu crois à tout ce que je te dis. Et là, je fais la vidéo, le mec, il dit, ouais, alors, incroyable. Je lui dis, putain, t'es incroyable, attends. Il y a un autre qui m'appelle, qui me dit, bah, attends, moi, je prends le train. Et il y a un jeune qui m'appelle, qui m'a écrit sur WhatsApp, qui dit, sur LinkedIn, et qui me dit ouais, écoute, vas-y, je prends le train, moi, à 16h. Je serai à 17h15 à Paris, gare du Nord. Je dis, nickel. Moi, j'arrive à 17h à la gare de l'Est, je serai à gare du Nord. Vas-y, c'est bon, parfait. Donc, je dis, remercie tout le monde et tout. Et du coup, il prend le train. Putain, comment il s'appelle ? J'ai oublié son prénom. En plus, je lui ai écrit tout à l'heure. Attends, faut que Vas-y, fais une dédicace. Bien sûr. Parce que quand je vais te raconter... c'est pas Adil. Putain, il m'a écrit tout à l'heure. Si, c'est Adil. Adil Zayn. C'est toi, mon petit gars. Merci, Adil. Il m'écrit et tout. Il va... Je lui mets en lien avec ma femme. Je lui dis, vas-y, il va à la maison. Il va chercher le passeport. Ma femme, le rein sans papier. Ah, merci. Il prend le train. Le train est bloqué 1 heure à cause de la neige et tout. Il me dit, c'est bon, ça va pas un problème et tout. Je dis, non, t'inquiète, moi je t'attends. Je prends le train le matin à 6h du mat, c'est bon. Il arrive à la gare. J'arrive devant lui, je dis, ah merci, je fais ma petite vidéo. Merci, c'est lui, machin, comme je fais d'habitude, tu vois. Et là, après, d'un coup, il se retourne vers moi, il me dit, écoute, faut que je t'avoue un truc, j'ai rien à faire à Paris. Je dis, comment ça, t'as rien à faire à Paris ? Il me dit, j'ai pris le train exprès parce que je voulais te rencontrer. Je dis, comment ça, t'as fait ça ? Tu rigoles, t'as payé le train, machin. Il me dit, donne-moi ton billet, je vais te rembourser et tout. Il me dit, non. Il me dit, c'est toi qui nous dis de faire ça. Je dis, quoi, moi, j'ai rien dit. Il me dit, c'est toi qui nous montre ça. Tu vas dans des bureaux, tu machin, tu provoques la chance. J'ai besoin de te rencontrer parce que j'ai besoin que tu m'aides sur ma boîte, il faut que je t'en parle et tout. Je sais que tu vas être d'une grande aide. Je dis, vas-y, mec, allez, viens t'installer et tout. Il commence à me raconter. Je dis, vas-y, pose-toi. Il m'a grave touché. Franchement, j'étais très ému. Parce que c'est exactement ça que je dis aux gens. Oser faire les choses. Je dis, vas-y, assieds-toi et tout. Il me raconte sa boîte. Je lui dis, t'as besoin de quoi ? Il me dit, j'ai besoin de lever 5 millions d'euros. Je dis, écoute, c'est pas un problème. Bah non, moi, je te dis, c'est pas... Combien tu veux ? Mais tu vois, en vrai, je suis devenu un entrepreneur avec un énorme réseau. Mais bien sûr. De dingue, tu vois. Donc, déjà, j'avais fait un post. J'avais réussi à une boîte. Elle avait levé... rien qu'au poste que j'avais fait, elle avait réussi à lever plus de 735 000 euros avec un poste. Donc, je dis, écoute, il n'y a pas de souci, les réseaux, je vais te le mettre à disposition. Et après, je l'ai laissé. Puis là, je suis en train de l'aider. Je suis en train de préparer les bonnes qui rencontrent Anthony, parce qu'il a une bonne tech. Et du coup, surtout quand tu as un bon produit et que tu viens me voir et que tu me dis, il faut rencontrer. Encore une fois, audace intelligente. Tu vois, c'est pas l'audace pour l'audace. L'audace, c'est un truc à proposer derrière. Le pire dans tout ça, mec, c'est qu'il me montre les vidéos sur son téléphone, il est en train de se parler, il dit bon, alors là, oui, il avait fait du rail-bed, gros. Ah ouais. Il avait fait du rail-bed. Alors il racontait, face caméra, il dit bon, ben voilà, les amis. Là, j'ai pris le train pour aller voir rail-bed. Je fais ça parce que je vais voir rail-bed, on va voir comment ça se passe et tout ça. Et du coup, il m'a envoyé les vidéos, je vais monter une vidéo, mec, parce que important, parce qu'il a vraiment mis en application ce qu'il y a dans ce livre, on lâche rien. Ouais. Tu veux nous en parler d'ailleurs rapidement de ce livre que tu nous as amené ? Ce livre, en fait, il relate, si tu veux, avec Fatia, on est les premiers à avoir créé cette télé-réalité de l'entrepreneuriat. On a raconté notre vie d'entrepreneur du temps zéro. Et en fait, c'était pas prémédité. Parce que quand on a commencé à créer Papépille, on s'est retrouvés isolés avec Fatia, on avait une gosse. Fatia était enceinte de la deuxième. Et le délire, c'est que mes parents habitent à Besançon, nous on était à Annecy, les parents de Fatia à Lille. Et le fait de se retrouver loin comme ça a fait qu'il y avait la distance sociale avec les parents, affective et tout. Donc on s'est dit, bah, tiens, et comme Papépille nous prenait beaucoup de temps, moi j'étais infirmier de nuit, et en même temps, la journée j'étais sur Papépille, donc on enchaînait vraiment. Et on a dû créer, nous, notre propre usine nous-mêmes. Tu vois, dans notre histoire, on a vendu notre maison pour créer notre usine, parce que personne ne croyait en nous. Et on a commencé à tout filmer pour montrer à nos parents. Donc on a commencé à avoir un contenu énorme, mais très authentique, tu vois, où on parlait normal. Où t'avais notre gamine, était dans le landau, à côté de la bétonnière. Et du coup, on était là en train de monter.
En fait, il y a eu un fait marquant. Il y a un journaliste qui nous reçoit, parce qu'il commence à entendre parler de nous et tout. Et c'est un journaliste de Haute-Savoie. Et le mec, il dit, on lui raconte l'histoire, il dit, ouais, mais l'histoire, le storytelling, c'est bien. Je me rappelle ravi, il fumait sa clope comme ça. Le storytelling, c'est bien, mais bon, la vérité, c'est quoi? Tu vois, elle lui dit, mais c'est ça. Elle prend son téléphone, tu vois, puis elle montre ses snaps. Elle dit, mais regarde, tac, tac. Ouais, en fait, j'ai toutes les preuves là. Et... Le mec, il dit, mais c'est incroyable, mais. Après, il fumait pas comme ça, il fumait comme ça. C'est quoi le délire? C'est qui ces gens et tout? Et il dit, mais pourquoi vous partagez pas ça sur les réseaux? Et nous, on était tellement la tête dans le guidon, on s'est dit, et tout. Puis après, le deuxième fait marquant, c'est que j'ai pris Michel Augustin, la manière dont il partageait et tout, leur storytelling et tout. Et j'ai commencé à regarder un peu le marketing, à m'intéresser au marketing. Et j'ai pris une agence de com et tout, j'ai commencé à leur dire et tout. Ils m'ont dit, ouais, c'est vrai qu'il y a matière et tout. Mais ils étaient un peu perdus. Ils se disaient, putain, merde, mais attends, il y a trop de choses à partager. Vaut mieux qu'on parle que des biscuits. Je leur ai dit, non, les gars. Quand j'ai compris le marketing, le storytelling et le pouvoir de l'attachement autour d'un produit et d'une entreprise, je me suis dit, vas-y. Et j'ai commencé à écrire. Et vraiment, ce qui se passe aujourd'hui, moi, je l'ai écrit avec Fatia, on l'a écrit en 2014-2015. On l'a vraiment écrit. Ouais. Et on a eu beaucoup de mal à fédérer les agences de com parce qu'ils ne comprenaient pas qu'on puisse parler à des politiques, qu'on puisse parler de notre lifestyle, qu'on puisse parler de nos problèmes au niveau de la biscuiterie, qu'on puisse parler de nos problèmes de parents, de couple. Tout ça. Et on a créé cette télé-réalité, on a commencé à la partager. Et c'est là qu'en même pas un an, on est devenu Top Voice LinkedIn. C'est incroyable. On a eu la pastille. On est le premier couple Top Voice de l'histoire de LinkedIn. Ever. Tu vois, on est là. Et du coup, on a commencé à avoir énormément de communautés qui nous suivent. On est passé sur Qui veut être mon associé. Les gens ont découvert qui on était. Et là, dans le soin infirmier, il y a eu le processus d'attachement et d'identification qui a été tellement fort que les gens ils se sont dit, putain, ils sont infirmiers. Ils sont parents, ils sont en reconversion professionnelle, ils sont jeunes. Il y avait beaucoup de phénomènes qui fait que il n'y avait pas d'être obligé d'être maghrébin pour t'identifier à nous. Tout le monde pouvait s'identifier à nous. Et ça a créé une grosse communauté autour de nous. Et ça a été fort. Après, tu rajoutais... Avant, je ne parlais pas du tout de mon handicap. C'est que quand j'ai commencé à découvrir des entrepreneurs handicapés et qu'ils avaient du mal à en parler, je leur ai dit, mais les gars, mais moi, je suis handicapé. J'ai dit, c'est quoi? Mais je vais en parler. Tiens. Et je commençais à parler de mon handicap et tout. Et ça a décomplexé certaines personnes. J'aurais dit, ouais, les gars, normal, on est comme les autres, quoi. Bien sûr. Et du coup, ça a créé beaucoup de choses. Et c'est ça, ce livre-là, si tu veux, ça te reprend toute cette histoire, toutes les anecdotes, les coups d'audace. Moi, je me suis incrusté à l'Élysée pour faire un pitch au président de la République, qui a fait des millions de vues. J'ai des vidéos, frérot. Et du coup, ces vidéos, de ce que j'ai compris, on peut les retrouver, c'est ça avec... Tu lis le livre, à chaque fois, tu as un QR code, tu scannes, tu tombes sur la vidéo. Ok, tu n'as même pas besoin de la chercher. Et tu retombes sur tous mes posts. Je jette un coup d'œil. C'est les posts, ils sont coffrés sur LinkedIn, mec. Donc tu regardes les millions de vues sur certains posts, ils sont assez ouf, tu vois. Excellent. Et voilà ce livre. Mais en plus de ça, ce livre-là, on a fait aussi une analyse. On a analysé chaque situation. Il y a mon regard, il y a le regard de Fatia, donc les regards sont croisés. Et tu as aussi un mot de toutes les personnalités qu'on a rencontrées. Ils ont mis un mot. On leur a dit, mais quelle est votre vision? Comment vous nous voyez en tant qu'entrepreneur? Excellent. T'as des politiques qui ont mis des mots, des grands chefs. Franchement, mec, il y a tellement de monde. Il y a même Vanessa Demouy. Comment Vanessa Demouy arrive dans sa sphère, tu vois? Et tu vois, c'est assez dingue, tu vois. Où est-ce qu'on peut le retrouver Tu l'as dans les Fnac. Ok. Excellent. Sur Amazon. Ok, top. Vraiment partout. Génial. Ça se trouve facilement. Ok, génial. Ce virage d'infirmier à biscuitier, c'est quoi le déclic? C'est une histoire d'amour, mec. Toujours. C'est toujours l'histoire d'amour. Écoute, déjà, quand on s'est rencontrés avec Fatia, on a vécu autour de la planète. Déjà, en tant qu'infirmier, attendez les gars, je vais vous raconter l'anecdote parce qu'elle prend beaucoup de sens en tant qu'inf, tu vois. Ouais. Moi, je suis infirmier en milieu carcéral à Lausanne. Il y a un prof qui m'appelle, qui me dit, est-ce que tu peux venir faire une conf sur ton job d'infirmier et viens expliquer aux étudiants infirmiers le travail d'infirmier en milieu carcéral. À Lille. Moi, j'étais à Lausanne. Parce qu'on avait une connaissance en commun. Je dis, ouais, écoute, vas-y, pas de problème. Je vais à l'école à Lille
moi, je suis super content. Tu sais, c'est cool quand tu es infirmier et que tu passes du côté enseignant. Tu vois. Et là, je suis venu avec mon petit PDF tranquille. J'arrive dans l'amphi, t'es tout frais. Tout. Il m'avait préparé mon petit café. J'étais super content. Et là, mon pote, premier rang, là où t'es, Fatia. Bon, elle était beaucoup plus sexy que toi, mec. mec, mais je la vois. Putain, toutes mes opportunités sont mortes, ça y est. Fatia, je t'en remercie pas. Je te jure, je vois Fatia, mais maxi coup de foudre. Ouais. Je te jure, je fais le cours que pour elle. Et là, tu sais très bien que quand les promos, elles passent sur un TD comme le mien, tu les vois une fois pendant 2 heures. Et Après, tu tu vois les autres et tout ça. Moi, je devais rester 2 jours. Et là, à la pause, je trace. Et tout. Et je vais choper Fatia pendant sa pause. Et je la regarde, tout tremblant. Je dis, écoute, je suis désolé. La vérité, il se passe un truc et tout. Elle me dit, écoute, il se passe un truc. Quand t'es rentré dans l'amphi et tout, il se passe un truc. Je dis, écoute, je dois rester 2 jours. Je vais rester 5 jours. Est-ce qu'on peut se voir et je te parle. On se parle vraiment pour apprendre à se connaître, puis on voit ce qu'on fait. Elle me dit, ok. J'appelle mon patron, je dis ouais, je suis malade. Je suis pas bien et tout, je vais me mettre en arrêt. Et tout. Il me dit ah ok, pas de souci, Raïmet. Les 3, je prends un arrêt. Et du coup, je reste. Et du coup, pendant 5 jours, on se parle vraiment à livre ouvert. Au bout de 5 jours, je la demande en mariage. Top. Donc, et du coup, 15 jours après, on se marie. Incroyable. Ouais, je te jure. Même M6, le 1245, ils sont venus faire un reportage. Ce mariage, mec. Je te jure, même ma mère, elle me dit mais pourquoi M6 il faut un reportage sur toi? Et du coup, je t'enverrai le lien, tu vas voir. Franchement, le reportage, oui, ils sont venus à l'école. Ils se sont mariés là et tout. On marque l'histoire est rigolote, tu vois. Bah ouais, écoute, le truc était assez fun. Mais c'est pour tous ceux qui sont à l'IFSI qui se disent ah, tu peux peut-être te marier. Ouais, c'est ça. C'est ça. Tous les profs d'IFSI, ils vont se faire traquer maintenant. Et du coup, en fait, après, je lui dis écoute, on se connaît pas, on va apprendre à se connaître en faisant le tour du monde. Et c'est là qu'on décide de faire 3 ans et demi de tour du monde. En fait, on travaille en Suisse, donc on gagne bien notre vie. Et après, on prend l'argent et on vit 3 mois en Inde, 2 mois en Chine, on va au Mexique. On va, franchement, mec, à un moment, l'expérience, il y a un moment, on prenait le globe, on faisait bon, allez, vas-y. La pub du loto, tu sais. Mais je te jure, il y a un moment, on faisait ça. Oh non, encore l'Australie. Et c'est comme ça qu'on s'est retrouvés en Thaïlande. On s'est retrouvés en Thaïlande. Bah allez, vas-y, top. Et en plus, c'était un de nos meilleurs voyages. Mais ce qui était canon, c'est qu'en tant qu'infirmier, tu peux bosser partout dans le monde, mec. Une prise de sang, c'est la même. Les veines, c'est les mêmes dans le monde entier. Bon, la peau est un peu plus dure des fois. Mais et du coup, on s'est régalé, mec, pendant 3 ans et demi. Puis moi, comme je suis cuisinier, je suis pas allé en mode en hôtel et tout ça. Je suis allé en mode backpacker, donc on dormait chez les gens. Il y a un moment en Inde, on a bossé pendant 2 mois dans un dispensaire. Et en fait, on était nourris, logés. Et ils nous kiffaient tellement. Ils nous ont fait découvrir l'Inde et tout. Ils nous prenaient avec nous partout. C'était super kiff, tu vois. Mais on adorait ça. Et surtout, on a fait des rencontres où, moi, les gens, ils cuisinent. Moi, tu sais, les gens disaient tout le temps à ma mère quand on allait au bled ah, t'as eu une 4e fille? Parce que moi, j'étais toujours dans la cuisine avec ma mère. Moi, je surkiffais ça, tu vois. Et du coup, je cuisinais et pâtissais avec plein de gens. Et on est revenu. Fatia, elle tombe enceinte en 2017. Et là, on se pose. Et c'est l'idée de Fatia de faire une boutique en ligne pour vendre des plats du monde aux gens autour de chez nous. Que vous avez découvert, quoi. Qu'on a commencé à cuisiner pour les gens comme ça. Et c'est le couple qui se mariait, qui nous a appelé, qui nous a dit écoutez, pour notre mariage, on veut faire des biscuits. Est-ce que vous pouvez nous faire des biscuits du monde comme vous faites? Et c'est là où on a eu l'idée de faire les boules, des billes de biscuits. Génial. Et c'est des billes, pas des boules. Pardon, excuse-moi. Et du coup, la sémantique. Non mais t'as raison. Ça n'a pas le même impact. T'as raison. Et c'est l'ambiance qui change. Arrête de chercher la merde. Et c'est les billes de biscuits qu'on a fait. Et c'est là que l'histoire de Papepi a commencé. Donc nous, on est devenus... Tu sais, c'est la vie qui a fait qu'on est devenu entrepreneur. C'est quand on nous a dit on devait monter une boîte pour faire ça, qu'on a monté une boîte. Mais c'est le truc qui drive ta vie, c'est l'opportunité en fait. Ouais, c'est l'opportunité. Après, des fois, franchement, c'est dur à assumer parce que franchement, ça a changé toutes mes relations avec ma femme parce qu'on travaille ensemble. La vie de couple à gérer, c'est dur. En plus, j'ai eu un accident dernièrement qui a péjoré mon handicap, qui fait que c'est très compliqué. Tu vois, avant de venir vers toi, j'étais en rendez-vous avec un chirurgien, tu vois. Et on parlait pas de petites choses, on parlait d'amputation, on parlait de grosses interventions chirurgicales qui peuvent être
très compliqué. Mais tu vois, juste avant d'arriver vers toi, je suis pas venu tout de suite parce que j'ai pleuré un bon coup. Parce que je parlais avec Fatia. Ouais. Ça m'a beaucoup touché ce matin. Ouais, j'ai eu un rendez-vous qui était très compliqué. Et en tant qu'infirmier, tu vois, tu dois. Je plombe l'ambiance. Non, mais t'inquiète. Vous voulez pleurer avec moi ou pas? Je suis en train de paniquer en ce moment sur ma jambe. Ok. Non, franchement, c'est. Tu veux que je te renvoie les boules pour t'en mettre un petit coup de nerf ou pas? C'est très dur de m'énerver, mais. Non, tu vois, c'est compliqué. C'est compliqué. En tant qu'entrepreneur, tu as des obligations, tu as des objectifs à atteindre qui font que des fois tu délaisses tes enfants, tu délaisses ta vie familiale. Tu vois, on en parlait encore pas longtemps avec Fatia. Ma non-présence, des fois. Le fait d'être là, mais pas être là. L'entrepreneuriat, c'est une maladie. Hein. C'est une obsession dévorante qui tu vois, les gars, arrêtez d'en parler ou pas? Non, mais tu vois. Bon, après, moi, tu vois, j'ai une échappatoire, c'est l'humour. J'utilise énormément l'humour. Tu pourras demander à tous ceux qui travaillent avec moi, tu me verras jamais énervé, jamais triste. J'ai la fuite par l'humour. Ouais. Et ça me fait plaisir. Je suis désolé, mais ça me fait plaisir parce que moi je dis souvent rigolant, mais moi j'ai menti à ma femme. Ma femme, j'ai dit je vais quitter l'hôpital militaire où je faisais un mois de nuit sur 2, un week-end sur 2 en 12 heures et la moitié de l'année je partais en mission, tu vois, en lui disant t'inquiète pas, je rentre, mais je vais monter une boîte, je serai plus à la maison. Ouais, je vais monter une boîte, je serai plus à la maison. J'ai une femme qui est extraordinaire, qui a une patience folle, mais en vérité. T'as des enfants? 2. Ouais. Quel âge? 4 et 2. Putain, ouais, ils ont 6 et 4. Donc on a les mêmes galères. Et puis, ouais, ça, je te dis, en termes de momentum aussi, il y a beaucoup de choses qui se recroisent dans nos parcours. Ta femme est infirmière? Pas du tout, ma femme est instite. Ok. C'est pire. Alors, non, parce qu'en charge mentale, les incites, mec, c'est lourd. Hein. Mais heureusement qu'elle est là et qu'elle nous permet d'avoir un confort de vie qui est quand même appréciable parce que du coup je sais que c'est moche à dire mais les enfants elles gèrent, tu vois. Donc mais du coup la contrepartie c'est que moi il faut que je prenne le temps d'être là pour elle, pour les enfants, pour passer du temps avec eux et c'est pas toujours facile de tout mêler, donc ça me fait plaisir, tu vois, que finalement on a des stades différents bien évidemment mais on a les mêmes sujets au quotidien. Non mon pote, c'est chaud. Ouais. Pour conclure, est-ce qu'il y a un message que tu veux transmettre, que ce soit aux entrepreneurs, ceux qui ont vraiment envie, comme ce que tu essayes de transmettre? Est-ce qu'il y a un message en particulier que tu veux laisser Il y en a plusieurs, mec. Moi, il y en a un déjà, c'est attention, l'entrepreneuriat, c'est un choix qui a des conséquences. Ouais. Qu'il va falloir assumer. Il faut accepter de payer le prix de ce qu'on veut, de l'ambition qu'on a. Ouais, je sais même pas si tu peux accepter totalement le prix de ce que tu vas payer. Ouais. Mec, moi, mon gars, j'ai perdu des années de vie. En termes de santé, je me suis péjoré. Ma relation avec mon épouse, c'est chaud. Ma relation familiale, elle a empathie. Vraiment, l'entrepreneuriat, ça dépend à quel level tu le mets. Bien sûr. Moi, je me suis mis à un level, peut-être que je vois trop gros. Mais c'est chaud. C'est chaud et en fait, tu te rendras jamais compte de ce que ça te coûte tant que tu l'auras pas vécu. Ouais. C'est le genre d'expérience que tu peux pas apprendre en écoutant seulement les autres. Oui, il faut le vivre. Faut l'expérience. Il y a des choses que tu peux apprendre sans forcément le vivre et éviter de faire cette erreur. Exactement. L'entrepreneuriat, en vrai, tu pourras jamais devenir l'entrepreneur que tu veux être sans l'avoir vécu. Et de toute façon, tu seras jamais l'entrepreneur que tu crois que tu vas être parce que tu vas devenir celui que la vie va t'obliger à être. C'est hyper philosophique. Ouais, mais c'est fondamental. Mais c'est beaucoup de sacrifices. Vraiment, énormément de sacrifices. Et des fois, moi, je me suis demandé, mais est-ce que ça vaut la chandelle? Des fois, je regrette mon statut de salarié. Parce que la chance qu'on a en tant que salarié, c'est de se dire, moi, tu vois, je posais ma blouse, je faisais une coupure, une vraie coupure. J'allais en vacances, je faisais une vraie coupure. Là, je vais en vacances, je suis sur la plage, t'as un mec, papépi, tac, on parle business et je me fais limite un business avec lui sur la plage pendant que mes gosses sont en train de faire. Mais non, c'est plus la même chose. En plus, toi, t'as le double tranchant, c'est que t'as la notoriété aussi. Donc, t'as et la notoriété. Ouais, j'ai une notoriété relative. Après, je suis connu au niveau des businessmen et après, ça va, tranquille. Je peux encore marcher, faire mes courses dans la rue sans qu'on m'emmerde. Et moi, j'ai la chance, c'est que des fois, je suis pas bien. Il y a des gens, ils viennent je dis, les gars, je suis pas bien. Désolé. On parle sur LinkedIn. C'est bien. Les gens, ils assurent, ils n'en veulent pas. Ouais. Après, si j'en ai, ils m'en ont voulu, tu vois. Il y en a, tu sais, tu leur dis non, les gens.
Tu sais, c'était trop bon, trop con, quoi. Ah ben, Je te dis la vérité, moi je partage tout, je donne de la force, j'organise des déjeuners networking où je fais payer des personnes qui ont plein de thunes et j'invite plein de gens qui n'ont pas de thunes. Je leur dis, allez-y, profitez, networkez, mangez. Je fais des passes décisives dans tous les sens. Ouais. Et une fois, Et il des fois, on t'en veut. y en a un, mais vraiment, il m'a fait une... Il y en a un, il m'a dit, ouais, mais je t'avais demandé de m'aider sur les packaging. Je dis, mec, tu verrais ma vie en ce moment. C'est limite si je me rase plus parce que j'en peux plus. Ouais, mais non, j'apprécie pas, t'as pas de machin. Tu sais, à la limite, me charger. Je dis, et en plus, pourtant, moi, j'étais en position d'âne. Je dis, écoute, il faut que tu comprennes que voilà. Et après, je me dis, mais les gens, ils se rendent pas compte. Non, c'est ça. C'est le truc qu'on disait tout à l'heure, c'est le référentiel. Ton urgence à toi est toujours plus d'urgence que l'urgence des autres. Bah, clairement. Et puis les gens, ils t'en demandent. En fait, les gens, ils te prennent beaucoup d'énergie. Et souvent, il faut vite que tu ailles te recharger. Et puis, c'est pas évident de se recharger. Ouais. C'est pas en mettant les doigts dans la prise que tu vas te recharger. Non. Faut pas faire ça. Mauvaise idée. C'est pas une bonne idée. Donc ça c'est compliqué. Il faut savoir aussi en tant qu'entrepreneur être égoïste et l'accepter, c'est pas grave. Faut se dire non, mais il faut aussi penser à soi. Bien sûr. Ça, moi, j'ai eu beaucoup de mal parce que tu vois, je suis vraiment dans la philosophie give first et tout. Tu vois. Il y a ça. Il y a aussi de bien savoir s'entourer. Ouais. Et ça c'est la clé. C'est la clé, mec, parce que t'as beaucoup de gens, ils peuvent être néfastes. Donc, il faut savoir toujours. Et moi, mon dernier accident, il m'a aidé. Ah ouais, c'est ouf, je te jure. Je me suis retrouvé en fauteuil roulant en mai. Là, j'ai fait une dépression post-traumatique, vraiment qui était assez lourde. Personne l'a vu, tout le monde me voyait rigoler, continuer à faire mes vidéos. Mais moi, je suis comme ça, tu vois. Et tu vois, même, je me suis soigné en remontant une boîte, tu vois. Voilà, c'est un truc de... Je me fais un peu chier. Si je passais un peu de temps à monter une boîte. J'étais en fauteuil, j'ai monté une boîte qui fonctionne très bien. Et même 2 boîtes. Donc, mais 8 boîtes. Non, je te jure, j'ai monté une boîte de médias et une boîte d'intelligence artificielle. Donc, et je me suis associé avec des personnes. Donc, on n'aura pas assez de ce podcast. Mais on n'aura pas assez de ce podcast. Pourquoi ce format il dure pas 5 heures là qu'on peut discuter non, j'ai un train à prendre, donc je vais vous raconter. Donc, en fait, franchement, l'entrepreneuriat, c'est une épreuve. C'est une vraie épreuve, comme si tu allais faire une épreuve olympique. Ouais, non, et donc, ça demande de l'entraînement, ça demande de se conditionner, ça demande d'avoir une bonne hygiène de vie, ça demande d'être bien entouré. Et moi, cet accident m'a fait que j'ai regardé qui était autour de moi. Il y avait beaucoup de gens qui servaient à rien, ou des gens qui étaient plus là dans leur intérêt que dans le mien. J'ai cliné de ouf. Vraiment. Mais sans préavis. Hein. Ça m'a permis de restructurer. Mais ça demande un effort constant. Ouais. Faut toujours le refaire. Donc, tous les 6 mois, il faut se reposer, et se remettre dans ses objectifs. Faut se mettre une timeline, faut se mettre un guide, des objectifs à atteindre et réévaluer très régulièrement les objectifs à atteindre. C'est comme dans le soin, en vrai. Ouais. Comme quand t'as ton plan de soin que tu réévalues. Donc, il y a ça. Et après, j'ai pris une claque là, en allant en Algérie. Déjà, je suis très heureux parce que l'accident aussi m'a fait redécouvrir mon pays, l'Algérie, vraiment, et l'entrepreneuriat en Algérie. Et je me suis rendu compte qu'en fait, il y avait des entrepreneurs incroyables. Et quand j'y suis allé, tu vois, moi, je suis allé à l'Arras, j'ai fait un post, j'ai dit bon, j'arrive, j'ai reçu 1000 posts, les gens m'ont dit 1000 messages, viens nous voir là, machin. Je suis allé voir, j'ai rencontré des gens incroyables. L'Algérie est en train fortement de se développer. L'État est en train de pousser pour que les entrepreneurs développe, fasse preuve aussi d'innovation. Le Startup Nation est en train de prendre vraiment un essor énorme. Il y a des incubateurs, Algeria Venture. Il y a un ministre incroyable des startups, Yassine Walid, que j'ai rencontré aussi. Ouais, j'ai vu sur toutes mes techniques que j'ai utilisées en France pour rencontrer des gens, pourtant je les ai mis en Algérie, ça a marché. J'ai rencontré des gens incroyables. J'ai organisé des dîners networking aussi là-bas. J'en ai organisé 2 qui ont fédéré énormément de monde et ça a été énorme. Et j'ai fait une magnifique rencontre, vraiment. Il s'appelle Islam, Sam Kitchen, sur Instagram. Il a une histoire incroyable. Vraiment, il m'a ému, je me suis retrouvé ému dans son resto et tout. Chef Islam, attends, son nom est important parce que c'est vraiment un exemple au-delà des frontières. Islam... Ouais, vas-y. Prénom, Benalik Kodja.
Bon. Ben Ali Kodja. Ok. Et Islem, il a 23 ans aujourd'hui. Ouais. Et il y a 1 an et demi, chef incroyable, des mains en or, une capacité à cuisiner ouf. Il est très autodidacte. Fait de la gastronomie et tout. Il y a 1 an et demi, il se retrouve pas loin d'une autoroute sur un barrage et il est fauché par une voiture. Il perd ses 2 jambes. Ok. Il perd ses 2 jambes à 21 ans et demi, 22 ans. Ouais. Il se retrouve hospitalisé et tout. Il sort de l'hôpital, donc là en fauteuil roulant, et ils lui ont amputé ses jambes. C'est pour ça que tout à l'heure, quand je te parlais d'amputation sur le problème de ma jambe, que je l'ai rencontré, il m'a donné une force énorme. C'est quelqu'un qui m'inspire beaucoup là. En ce moment, c'est quelqu'un de référent que j'aime bien passer du temps avec lui parce qu'il m'aide, ça m'aide. Ça fait du bien. Ouais, il me fait du bien. Tu vois, il y a des rencontres comme ça qui sortent pas de nulle part. Tu vois, le destin, ils font. Ouais. Et je me suis retrouvé, tu sais, c'est une connaissance qu'on a en commun grâce à ces déjeuners networking. Tu vois, le destin fait bien les choses. C'est Mohamed qui m'appelle, qui me dit écoute, il faut que je te présente quelqu'un, il faut absolument que tu le rencontres, que tu lui files un coup de main et tout. Il se rendait pas compte, lui, qu'il était en train de me présenter quelqu'un qui allait moi-même me donner plus moi d'aide que moi j'allais lui en donner. Et je vais le voir et tout dans son restaurant, je le vois et tout. Je dis vas-y viens, on se pose et il me raconte son histoire. Et là je suis choqué. Tu vois. Le mec, il sort de l'hôpital direct, il remonte un resto, tu vois, en fauteuil. Cette force de caractère là. Et tu l'entends parler, il a un mindset incroyable. Il a un positivisme. Un jeune, tu vois, un mec qui te montre que le rêve algérien, il est atteignable. Tu vois. Et une leçon pour tout le monde. Vraiment, une leçon énorme. Et j'ai eu la chance de passer du temps avec lui, de manger dans son resto. Déjà, il cuisine super bien. Donc, en plus d'avoir un mindset de ouf, il a vraiment un vrai talent. Il a un vrai talent. Mais en sortant de l'hôpital, il va passer un concours. C'était en Australie, je crois. Il gagne la médaille d'or en Australie. Non. Trop bien. Il gagne la médaille d'or. Excellent. Il fait concours sur concours. Il aligne tout le monde. Il finit numéro 1. La presse, tac, tout le monde derrière lui. C'est la meilleure revanche. Incroyable. Incroyable. C'est une histoire magnifique. Ouais, comme quoi, il faut jamais arrêter. Du coup, je lui tapais dans la main, je lui ai dit on va bosser ensemble, on va monter une boîte ensemble. Il m'a dit vas-y, go, on monte une boîte ensemble. Quand t'as des opportunités et des mecs comme ça, il faut pas s'en priver. Je dis, mais ce mec-là, ça va devenir le Mr Beast algérien. Moi, je te le dis direct. Je te le dis direct. Il a 1 milliard de qualités. Et rien qu'avec sa manière de parler, son mindset, il va en inspirer des millions des jeunes. Ouais, c'est top. Donc, tu vois, et moi, c'est ça que j'aime aussi dans l'entrepreneuriat, c'est les rencontres que je fais. Moi, frère, là, depuis 2017, les rencontres que j'ai faites... Mais j'imagine. Moi, je vois à ma petite échelle, déjà, j'ai rencontré des gens que je pensais jamais approcher un jour, tu vois, du petit infirmier et je me dis, toi, avec le chemin que tu as parcouru, en plus, effectivement, ça doit être fou. Ouais, mec, je me suis retrouvé avec des ministres en Algérie. Moi, j'ai découvert mon pays en Algérie en y allant, là. Parce que moi, d'habitude, j'allais en famille, tac, on mange des brochettes, tac, tout bien, on mange bien, la plage, c'est tranquille, tu vois. L'Algérie, 5 étoiles, tu vois. Là, je suis arrivé, je l'ai découvert côté business, avec les ministres que je rencontre, je vais dans des incubateurs et tout ça, et je vois l'écosystème qu'il y a là-bas. Je me dis pourquoi ne pas entreprendre là-bas, tu vois. Sûr. Moi, j'ai cette chance d'être supranationaliste, tu vois. J'ai pas que j'ai ma mère, la France, tu vois, qui m'a donné mon éducation, qui m'a permis d'évoluer professionnellement. Aujourd'hui, j'ai créé des boîtes, j'ai créé de l'emploi, j'ai créé de la valeur en France. Mais j'ai aussi mon père, l'Algérie, tu vois. Je me dis, mais en fait, il y a aussi des choses à faire là-bas. Et en plus, j'ai un truc, c'est que moi, mon père, il y a quelques semaines, je suis allé chez lui, il m'a dit... tu peux faire un truc en Algérie, ça me rendrait fier. Bon, bah ça va, il a mis la pièce. Papa, tu fais chier, putain. Vas-y. Il m'a dit, moi, mon père, il me dit jamais, je suis fier de toi. Il me dit, tu es fier de toi Va faire un truc en Algérie, mon frère. Bon, bah d'accord. Mon père, il a 88 ans, donc tu vois, il m'a pas beaucoup de temps pour lui montrer un truc. Je lui dis, écoute, si tu veux, papa, moi, là, ma fierté, ma réussite, elle est dans les yeux de mes parents, tu vois. Ah ben. Donc je lui dis, vas-y, bah écoute, je lui relève le défi, donc j'y vais. Et puis en vrai, le défi, il n'est pas très dur à relever parce que ce qui se passe là-bas, les opportunités qu'il y a, elles sont tellement magiques
qu'en réalité, c'est un plaisir d'aller entreprendre. Il y a des difficultés comme partout. Hein. Bien sûr, c'est dur partout. Mais je sais pas, je ressens une joie d'entreprendre là-bas. Si je peux créer de la valeur là-bas, je serai complet, tu vois. Ouais, carrément. De toute façon, les frontières pour nous, entre guillemets, humains. Oui, tu sais, il y a des détracteurs qui pourraient dire ouais, non, mais attends, maintenant que. Non, il n'y a pas de maintenant que. Ouais, non, mais. C'est moi, mes boîtes en France, elles tournent et je crée de la valeur. Si je peux en créer là-bas, c'est la même chose. Ouais. Pour ça, je pense qu'en France, on devrait être fier de ça, de ce melting pot qu'on est, de ce croisement de culture qu'on est. Et en fait, je comprends pas que ce soit un sujet encore. C'est une force de ouf. La France, elle a 2000 ans d'histoire, enfin 1500 ans d'histoire, et ça a toujours été un melting pot. Et soyons-en fiers. Enfin, je comprends pas qu'aujourd'hui, ça soit un sujet. Alors que. Ouais, mais ça, c'est une minorité. Oui, c'est toujours les mêmes. C'est la minorité qui fait du bruit. Ouais, c'est la minorité qui est amplifiée par les médias. Et en fait, t'as l'impression que c'est tout le monde qui est comme ça. Moi, je t'avoue, je connais tellement de gens. En vrai, que le racisme, il n'est pas aussi répandu que ça. Il existe. C'est navrant. Faut le dénoncer. Mais il y a tellement de... Moi, je connais tellement de Français, même des Français qu'on peut dire pure souche. Ouais. Qui sont tellement accueillants, qui sont tellement magnifiques. En vrai, c'est dommage que les médias donnent une aussi mauvaise image des Français, de la France. Parce qu'en vrai... on est plutôt bien en France, en vrai. Hein. Et puis le français est moyen, quand même. Moi, franchement, j'aime les Français. Les Français, ils m'ont jamais rien fait de mal. J'ai eu des phases de racisme, mais pour moi, c'est pas la France qui me l'a fait. Ce sont des individualités qui font partie de la France, tu vois. Donc, moi, j'aimerais tellement que nos deux pays cohabitent facilement, tu vois, que l'Algérie et que la France cohabitent. Après, tu vois, on est dans des sphères géopolitiques où moi, ça, moi, ce qui est important pour moi, c'est l'humain. C'est l'humain avant tout. Et quand je vais en Algérie et que les Algériens m'accueillent comme si j'avais toujours vécu en Algérie, moi, je surkiffe. Je leur dis, moi, je vous aime, les gars, on kiffe. Kiffons ensemble, quoi. Ouais, c'est parfait. Bon, merci pour tout ça. On va clôturer là parce que sinon on pourrait parler pendant des heures. Moi, mec, je suis venu rien préparer. Je suis venu, tu sais quoi, comme si on buvait un café, on va discuter. Ouais, mais c'est exactement ça. Donc, ça va être un podcast peut-être hyper difficile à écouter. Mais non, pas tous les sens. Notre audience, c'est ce qu'elle vient chercher. C'est plutôt des trucs informels, pas cadrés, et donc c'est très très bien. Écoutez, j'espère qu'on vous a fait kiffer. Si vous avez envie de kiffer, peut-être comprendre un peu mieux l'histoire, on lâche rien. Je vous laisse la regarder. Si vous avez envie de comprendre un peu ce qui se passe en Algérie, moi j'ai créé une web-série. Moi j'ai vu que t'as créé beaucoup de choses. T'as créé beaucoup de choses. Mais de toute façon, t'inquiète pas, on va mettre tous les liens dans. Vous allez voir, Entrepreneur Express. Si vous voulez suivre, j'ai créé cette web série où en fait je vais dans le pays et puis je rencontre tout l'écosystème entrepreneurial et je partage tout. Je filme tout, et je te dis regarde comment je monte une boîte, comment je galère, qui je rencontre et tout ça. Et je mets en lumière, les entrepreneurs du pays. Et la web série que je l'ai lancée là en mois de janvier. Elle a fait 3 millions de vues. Donc, génial, trop cool. Il y a un vrai kiff. Ouais, il y a un vrai truc à faire. Non, franchement, bravo pour tout ce que tu fais. On en a. Ah ouais, mais attends, j'ai lancé des médias aussi, les gars. Mais oui, je sais. Là, il y a aussi, j'ai aussi, et pourquoi pas, si vous voulez avoir un. C'est un talk show où vous avez des entrepreneurs qui se retrouvent autour de la table et on parle de l'actualité. Ouais. Un peu à la TPMP, mais de façon beaucoup plus cortiquée quand même. Et on parle business. C'est un peu du Stéphane Plaza mélangé avec du TPMP. Et puis, quelque chose d'assez actif. Avec un peu plus de fond quand même. Ouais, avec beaucoup de fond. Franchement, j'ai eu de la ministre. J'ai un ministre des TPME qui est venu, TPE-PME qui est venu, Olivier Grégoire. Il y a beaucoup de gros businessmen, des licornes qui sont venus. Donc, ça, j'ai suivi un peu de loin, effectivement. T'as du beau monde sur le plateau. J'ai créé ce média, tu vois, c'est parti d'une blague, donc, et du coup, c'est devenu une émission. J'ai aussi Blind Invest qui devait sortir là. J'ai créé la levée de fonds qui se passe dans le noir. On fait tomber les barrières de l'accessibilité à l'investissement. En fait, si tu veux, j'ai pris une pièce, j'ai mis des investisseurs dedans, j'ai éteint la lumière, et je fais rentrer des entrepreneurs, ils pitchent leur boîte. Leur idée. Et le plus important, c'est pas ce que tu es, mais ce que tu dis. Et du coup, on fait tomber la discrimination, tous les biais cognitifs en fait qui peuvent favoriser la discrimination. Génial. On a tourné 4 épisodes. Là, je suis en train de la présenter à BPI. Ils ont l'air de kiffer et tout. Donc, j'ai créé Blind Invest. Et puis là, je suis même en train de travailler sur Entrepreneur Academy. Je suis en train de créer la Star Academy de l'entrepreneuriat. Et quand est-ce que t'arrêtes? J'arrête pas parce que là, j'ai encore une autre émission. Il a mangé 6 médias, 8 entreprises. C'est clair. Non, mais en tout cas, t'as un parcours hyper inspirant. Et c'est vrai qu'on t'a pas entendu beaucoup, mec. De quoi? Moi, écoute, je vais te dire. C'était le 4e. Pour moi. Exactement.
Moi, je suis à côté, c'est parfait. Non, mais tu vois, moi, je suis un jeune entrepreneur. Tu vois, ça fait un certain temps que je me suis lancé. Moi, je suis dans quelque chose qui me passionne. Tu vois, moi, je suis dans l'audiovisuel, dans la réalisation. Je bouge beaucoup, je fais beaucoup de choses, beaucoup de rencontres. Et je trouve ça génial de justement pouvoir valoriser des parcours comme le tien, qui sont inspirants pour des cas comme moi, tu vois, qui aiment me lancer, m'intéresser. Je suis quelqu'un qui touche à tout. Tu vois, j'aime vraiment m'ouvrir à beaucoup de choses. Et moi, je suis trop content que tu puisses être là, nous partager tout ça. Ça fait plaisir. C'est marrant, tous les deux, on est dans le même média. Tu sais, moi, quand j'ai créé ma boîte de médias, je savais pas faire. Je savais pas du tout faire. Alors, ce que j'ai fait, c'est que je me suis mis... j'ai demandé à une boîte de prod, je leur ai dit, écoutez, je vous conseille en com et vous me laissez être alternant chez vous pendant 5 mois. En fait, j'étais 5 mois en alternance dans une boîte de prod où j'ai appris la réal, l'éditorialisation et tout ça. Et après, en sortant, c'est là où j'ai monté, et pourquoi pas, le TPMP. Et c'est là où j'ai écrit aussi Blind Invest, la levée de fonds dans le noir. Et là où j'ai écrit aussi entre... En fait, si tu veux, moi, je pars du principe que... Et maintenant, tu as une boîte de prod. Maintenant, j'ai une boîte de prod. J'ai une boîte de production et je produis. Et j'ai des contrats qui se tournent. Maintenant, je dois... C'est trop bien. Tout, machin et tout. Génial. Donc, il y avait ça. Mais je pars toujours du principe qu'en fait, quand tu sais pas faire un truc, ça s'apprend. Ouais. Et entrepreneur... C'est ça, en fait. Ne jamais arrêter d'apprendre. Pour moi, l'entrepreneur, l'image de l'entrepreneur, c'est une éponge. Ouais. Tu dois être une éponge. Si tu arrives en disant « Ouais, mais je sais faire », personne ne va rien t'apprendre. Moi, je suis le mec, tu traînes avec moi, tu me suis une journée, tu as quelqu'un qui essaie de m'expliquer quelque chose, je dis « Ah ouais, non, vas-y, dis-moi. » Même si je sais. Mais c'est et après, une fois qu'il a expliqué, je lui dis « Mais attends, regarde ma vision et tout. » Et après, on partage en vrai. Et après, je lui dis ce que je sais faire. Il me dit « Mais tu sais faire ça, pourquoi tu m'as laissé t'expliquer ?» Je dis « Ouais, mais au moins, tu m'as appris. Il y a un truc que j'ai appris dans tout ce que tu m'as dit. » Tu vois. C'est clair. Parce que souvent, ce que j'aime, c'est discuter avec des passionnés. Parce que le vrai passionné, quel que soit le sujet, j'en sais rien. Des fois, j'ai rencontré un passionné de parapente, j'y connais rien en parapente. Mais quand tu l'entends et tu l'écoutes parler de parapente, et c'est le truc, ça t'anime à fond et tu as envie d'être avec lui, de dire « Ouais, raconte-moi comment ça se passe. » En fait, c'est ça que tu retrouves dans l'entrepreneuriat, c'est que tu retrouves beaucoup de passionnés qui t'apprennent plein de trucs sur plein de sujets différents. Et quand tu as envie d'apprendre et que tu aimes apprendre, c'est une richesse qui est folle. Ouais, c'est le kiff total. Carrément. Merci beaucoup. Merci pour tout. Merci de ton temps. J'ai vu que j'avais encore 3 minutes, mais... Merci de m'avoir invité, les gars. Mais non, merci à toi. Merci à toi. Et puis bon courage pour la suite de tes projets. J'ai aucun doute. Merci d'avoir insisté. T'as insisté, hein. C'est important. Un petit peu. T'as osé, bien. Mais... Audace, il paraît que tu as parlé d'audace. Quand tu m'as dit que tu étais infirmier, j'ai dit, c'est comme ça un collègue. Tu vas pas. Ah non, c'est normal. J'ai toujours cet attachement à tout. Ouais, mais on reste soignant toujours, je pense. Ouais. Merci. À la prochaine. Les copains.